J'ai envie d'être moi. Courage, être liberté. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Être et liberté, un balado financé par les Fonds de recherche Québec qui se réalise en collaboration avec l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Dans ce balado, on aborde différentes thématiques, par exemple l'identité, l'authenticité, le sens à la vie, la résilience et différents concepts de psychologie positive pour favoriser la santé mentale, le bien-être et la persévérance scolaire des jeunes âgés entre 18 et 30 ans et des étudiants en enseignement supérieur. Je m'appelle Rémi Beauchemin, je suis psychoéducateur et doctorant à l'Université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège d'avoir deux merveilleuses invitées pour parler d'image corporelle et de troubles alimentaires. J'ai Bhavani Terrien, qui est étudiante au bac en politique, et j'ai Anne-Marie Caron, qui est psychoéducatrice et psychothérapeute. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Rémi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais en fait, on va rentrer là-dedans. C'est pas tant une invitation, mais c'est merci d'être ici actuellement pour collaborer au balado Être et liberté. J'aime toujours débuter le balado en vous présentant puis en vous laissant la chance aussi de parler un petit peu plus de vous. Donc, Anne-Marie, tu es conseillère en intervention psychosociale à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu plus de ton rôle, de ton background, de qui tu es, ce que tu fais aussi? Oui, absolument. En fait, ça fait pas si longtemps que je suis ici à l'université. Ça fait 2 ans que je suis en poste. Auparavant, j'arrive de 13 ans de pratique là, en C3S. Donc, je travaillais auprès d'une clientèle de jeunesse, des familles, des jeunes qui présentent des symptômes de santé mentale, des diagnostics parfois. On parlait d'anxiété, on parlait de dépression, on parlait aussi par moments de troubles alimentaires. La petite histoire de ce pourquoi je suis ici ce matin, en fait, c'est qu'à mon arrivée à l'université, je me rendais compte que le thème de l'insatisfaction corporelle était très présent dans une portion de mon rôle qui est dédiée à faire des rencontres individuelles avec des étudiants qui se réfèrent ou qui nous sont référés pour différentes problématiques, principalement des symptômes anxio-dépressifs, des difficultés interpersonnelles, toutes sortes de motifs, bref. Mais quand on se mettait à regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière ces symptômes-là, souvent le thème de l'insatisfaction corporelle était présent. Donc, est venue l'idée de me dire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. À ce moment-là, je me suis alliée avec une nutritionniste et une kinésiologue qui travaille à Air Ouverte Estrie, qui est une instance du CIUS. Et on a mis sur pied, en fait, des ateliers qui s'adressent aux étudiants universitaires. C'est 5 ateliers de 2 heures qui parlent principalement de l'insatisfaction corporelle dans un objectif de favoriser une meilleure acceptation ou du moins de cheminer dans cette direction-là. Je dis toujours que ce n'est pas une garantie de résultat, mais ça aide à cheminer dans une perspective où on les aide à devenir un peu observateurs d'eux-mêmes pour arriver à faire des choix un peu plus cohérents avec leurs valeurs, avec ce qu'ils souhaitent être, avec le rapport qu'ils souhaitent avoir avec leur corps puis avec leur personne. Donc, le groupe s'appelle « Au-delà des apparences pour une meilleure relation avec soi ». Je trouve que le titre est très révélateur en soi de ce qu'on cherche à créer dans cet espace qui est aussi un groupe de discussion. Fait on aura la chance d'y reparler pour ceux que ça intéresse, mais c'est ce pourquoi, entre autres, je suis assise avec vous ce matin. Donc, je me définirais comme une clinicienne intéressée au sujet. Excellent. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bhavani. Oui. Tu es étudiante en première année au baccalauréat en politique. Oui, exact. Tu as aussi complété un certificat en environnement. Exact. Est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu plus de toi? Puis aussi, commencer par parler de toi. Oui, ben c'est ça. J'avais comme un intérêt pour tout ce qui est les études assez multidisciplinaires. Fait qu'environnement puis politique, c'était deux sphères qui m'intéressaient beaucoup. J'ai commencé le certificat en études de l'environnement à Sherbrooke, mais j'ai changé finalement après ça pour politique. Fait que c'était ça un peu le cheminement que j'ai eu. Puis justement, mon certificat en environnement, c'est comme un moment important dans ce qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est là que j'ai eu des difficultés par rapport au thème qu'on va aborder. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est scolaire. Là. Je suis quelqu'un qui... j'adore Sherbrooke, c'est pour ça que je suis encore ici. Puis j'aime ça m'impliquer à travers mes études. Ce qui est une des raisons aussi, je pense que je suis assise ici aujourd'hui. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être là. Excellent. Merci d'être ici vraiment aujourd'hui. Puis là, c'est un peu la mise en contexte, un peu les raisons pourquoi on est ici. C'est vous deux principalement. C'est pas... Je ne sais pas si, Bhavani, tu veux nous mettre en contexte de comment est née l'idée de cet épisode de balado-là. Oui, bien justement, Anne-Marie, tu parlais de l'atelier. Bien, moi, j'ai été une des personnes qui participait à cet atelier-là. Puis, à ce moment-là, dans mon cheminement,
à travers ce qu'on va parler tantôt. J'étais rendue au point où je me disais, j'ai envie de avec les difficultés que j'ai vécues, faire pas nécessairement une différence, mais de m'impliquer dans cette cause-là, puis de pouvoir en parler. Mais j'avais pas envie de faire ça de manière pas encadrée. Tu sais, je voulais avoir quand même un minimum d'expertise, puis des gens qui m'encadrent dans ce que je vais dire, parce que c'est le risque aussi de pouvoir, mettons sur les réseaux sociaux, de pouvoir, si j'avais décidé de faire une vidéo de moi qui parle de mon expérience sans avoir de cadre plus factuel, puis avec des données, puis des choses qui encadrent plus mon expérience, puis qui peuvent éduquer potentiellement les gens. Je trouvais que c'était plus pertinent de cette manière-là. Fait que j'avais pas trouvé ce cadre-là encore. Puis justement, après les ateliers, au dernier atelier, je pense que Anne-Marie t'avait mentionné que c'était des ateliers qui n'étaient pas nécessairement visibles par beaucoup d'étudiants. C'était pas tous les étudiants qui savaient que ça existait. Fait que ça a comme été la cloche de me dire « Ah, ça pourrait être ça, le point de départ de faire quelque chose, de reprendre contrôle un peu sur ce que j'ai vécu puis de faire quelque chose de beau avec ça. » Fait que c'est de là qu'on a eu, que je t'ai proposé de faire quelque chose avec ça. Puis là, cet été, on regardait quel format ça pourrait prendre puis pour toucher le plus de gens possible. Fait que c'est pour ça qu'on est assis ici aujourd'hui. Mais c'est vraiment intéressant. Je suis content que vous ayez quand même rejoint le balado pour avoir peut-être cette opportunité-là de favoriser ton témoignage puis de l'encadrer, parce qu'un des objectifs du balado, c'est entre autres de favoriser la voix des étudiants, des jeunes de 30 ans sur normaliser, déstigmatiser, outiller, inspirer, donc des témoignages comme que tu vas nous partager aujourd'hui, parce que ça va être vraiment centré sur toi aujourd'hui, ça va être vraiment centré sur valoriser, partager ton cheminement, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ou également, puis on va racheter avec justement toi, Anne-Marie, un peu des statistiques, un petit peu peut-être des facteurs de risque, facteurs de protection, des outils, on a des pistes de recommandation aussi individuelles, mais aussi à l'externe, fait qu'on va aborder un peu tout ça aujourd'hui. Donc, peut-être Anne-Marie, tu sais, là, on parle d'image corporelle, oui. De difficultés liées à l'image corporelle, mais est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? La réponse est malheureusement oui, très fréquent en fait. Puis on peut penser à notre entourage, à nous-mêmes. C'est vraiment rare de rencontrer quelqu'un qui aime son corps à 100%, toutes les parties du corps, à tous les jours de sa vie. Personnellement, j'en connais pas. Donc, dans la littérature, en fait, on parle d'insatisfaction normative, comme quoi tout le monde vit de l'insatisfaction corporelle. Par contre, ce qui va varier d'un individu à l'autre, c'est l'intensité que ça prend. Fait que à quel point c'est envahissant, à quel point ça prend de la place dans ma vie. Donc, l'insatisfaction corporelle est très présente, elle est présente dans toutes les cultures. C'est les thèmes qui vont varier à travers les cultures. Parce que les normes de beauté changent. Mais tu sais, à partir du moment où il y a un idéal de beauté qui est introduit dans une société, dans une culture, clairement s'installe la possibilité qu'il y ait un écart entre le corps souhaité puis ma perception de mon corps. Donc, l'insatisfaction arrive de ça. Fait que c'est extrêmement fréquent, même que ça commencerait, des recherches disent que ça commencerait, les racines de l'insatisfaction corporelle commenceraient dès 4 ans. Il y a des études qui ont montré, même au Québec, que chez une population, là, entre autres, puis ça continue, là, entre 9 et 14 ans, 57,7 % des filles vivraient de l'insatisfaction par rapport à la forme de leur corps, puis 57 % des garçons. Puis il semble que c'est assez stable au cours de la vie pour tendre à diminuer légèrement avec l'âge où les gens vont avoir plus des préoccupations sur la fonctionnalité de leur corps que pour son apparence. Mais l'insatisfaction est extrêmement présente. Il y a une enquête aussi qui a été faite, si j'y vais encore une fois de statistiques, là, pour le compte d'Équilibre. En fait, qui dit que Équilibre, là, c'est un organisme à but non lucratif au Québec qui favorise l'image corporelle positive. Ils ont sondé 1817 je crois, Québécois en 2021. Et ce que ça dit, c'est que 65 % souhaitent maigrir, peu importe leur poids. 45 % sont stressés ou angoissés en raison de leur poids et 37 % se considèrent obsédés par rapport au contrôle de leur poids. Donc, c'est des statistiques assez préoccupantes. Je crois que l'insatisfaction corporelle au sens large touche une grande majorité de la population et elle atteint son apogée à l'adolescence, début de l'âge adulte. C'est intéressant parce que, tu sais, on va aborder tantôt un peu l'influence des réseaux sociaux, des médias, parce que j'ai l'impression, surtout dans l'ère dans laquelle on est, où
la technologie, on n'a jamais été dans un monde où la technologie est aussi élevée, puis ça va continuer. Fait que toutes les images qu'on reçoit, les magazines aussi, j'imagine qu'il doit avoir une belle grosse influence à ce niveau-là. Fait qu'on va y arriver un petit peu plus tard. Vanny, comment tu reçois, toi, ces statistiques-là? Est-ce que ça te résonne quelque chose? Comment tu réagis à ça? Ben, je trouve ça, c'est un mélange de beaucoup d'émotions, mais je trouve ça difficile d'entendre ça, puis aussi inquiétant parce que une des raisons de pourquoi j'ai envie de faire de la sensibilisation par rapport à ça, c'est que, tu veux pas, j'ai une petite sœur. Fait que juste ça, c'est inquiétant de se dire que c'est des choses qui peuvent se perpétuer, puis de voir, j'ai plein de gens autour de moi qui ont parfois des commentaires qui me font, maintenant que j'ai comme l'expérience, le recul sur l'expérience, où je me dis, ouais, je pense que cette personne-là aussi est touchée par ça, puis de voir que c'est quelque chose qui prend autant de place, puis qui au final n'est pas révélateur de la valeur de quelqu'un ou en quoi que ce soit. Je trouve ça difficile. Aussi, le fait que ça devienne quelque chose d'obsessif pour 37% des personnes que tu disais. C'est tellement dommage parce que moi, de mon expérience, je trouve qu'il y a des moments où j'ai tellement été justement obsédée par ça que je manquais ce qui se passait devant moi. Fait que je trouve ça dommage parce que on a l'impression que c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais finalement, l'évolution, les choses sur lesquelles on peut travailler psychologiquement sont tellement plus importantes. Fait que je trouve ça dommage. Mais d'un autre côté, je me dis que j'espère que ça va permettre de pouvoir en parler. Je trouve qu'on en parle de plus en plus en général dans le discours populaire. Mais je pense que c'est ça, c'est assez alarmant, je trouve. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que quand on parle de difficultés corporelles, puis qu'on essaye d'améliorer de notre physique, notre image, est-ce qu'on essaie de répondre à un besoin qui est peut-être plus profond, qui est peut-être autre? Puis si oui, lequel, selon vous? Est-ce que tu veux commencer? Je te laisserai répondre de ton expérience, puis après, je pourrai compléter. Oui. Ben je pense que, en tout cas, pour ma part, là, dans le balado complet, je vais parler vraiment de mon expérience, mais je sais que ça peut varier. Mais moi, c'était vraiment un besoin de contrôle. Puis aussi, par rapport à l'estime de soi, là, je pense que c'était vraiment les deux choses c'était deux besoins qui étaient vraiment fondamentaux chez moi, puis qui se sont... Puis j'ai utilisé justement le contrôle du corps comme échappatoire, si on veut, pour me valoriser dans la perte de poids, puis me valoriser dans justement l'illusion de contrôle. Parce qu'à ce moment-là, puis c'est ça que je vais raconter tantôt, tu sais, j'avais quand même une perte de contrôle sur ma vie, sur ce qui se passait. Fait que c'était comme la manière la plus immédiate de me rassurer puis de me donner l'impression que j'avais, tu sais, une certaine emprise sur ma réalité. Fait que je pense que pour moi, ça serait vraiment ces deux facteurs-là, ces deux besoins-là que j'avais à combler. Puis en fait, moi, ce que je dirais, c'est quand tu parles de besoin de contrôle, oui, c'est un besoin, mais si on regarde un petit peu plus en dessous de ce besoin de contrôle-là, souvent, c'est un besoin de sécurité. C'est pas rare que les troubles alimentaires arrivent dans une période de vie où on est un peu plus vulnérable. Ça arrive comme une stratégie adaptative. Assurément pas la meilleure, mais en réponse à un stress, en fait. Fait que c'est comme une façon de s'apaiser. Alors, ça, c'est une des choses les plus importantes. Avec, je pense, souvent, ce qu'on remarque, en tout cas en clinique, c'est un besoin d'être en relation. Et puis d'où le titre, je reviens, là, mais pour une meilleure relation avec soi, l'atelier qu'on a monté. Donc, c'est comme un désir d'amour de soi, de s'aimer, puis un désir aussi d'approbation des autres, de connecter aux autres, de connecter à soi. Et il y a une espèce de distorsion cognitive, une mauvaise association qui se fait, qui dit que finalement, c'est à travers la modification de son apparence corporelle qu'on va arriver à connecter aux autres, qu'on va arriver à mieux connecter à soi. Donc, il y a souvent un grand désir relationnel derrière les insatisfactions alimentaires, puis aussi de sécurité. Vraiment, est-ce que vous pensez que les gens, en général, traitent les personnes différemment selon à quoi elles ressemblent? Ben oui, vraiment beaucoup. Pour l'avoir expérimenté, encore une fois, je sais que, il y a comme tous les préjugés, il y a beaucoup de grossophobie internalisée à plusieurs égards. Là, quand on regarde sur les réseaux sociaux, juste le poids va comme devenir un facteur de crédibilité dans certains contextes. Puis même moi, à l'époque où j'avais justement cette expérience-là avec les troubles alimentaires, j'avais ces pensées grossophobes-là aussi où je me disais, où j'avais l'illusion que mon poids allait déterminer une certaine crédibilité par rapport à comment la société allait me voir. Fait que je dirais que ce serait
entre autres par rapport à ça. Comme si, ça te donnait une justification de parler de certains enjeux, alors que d'autres personnes ne pouvaient pas nécessairement en parler à cause de leur poids. Fait que je pensais à ça. Toi, Anne-Marie? Je pense qu'on se mettrait la tête dans le sable de dire que non, là. Ouais. Il y en a plein d'exemples. Puis, tu sais, on est exposé, je pense, à 3000 publicités par jour. J'avais déjà lu ça quelque part. Donc, assurément, sans s'en rendre compte, notre esprit est modelé à ce que l'idéal de beauté ressemble à quelque chose ici, au Québec, en Amérique du Nord. Puis, comme je le disais tantôt, dès qu'il y a un standard, il y a quelque chose de très humain de vouloir être normal, de vouloir être comme tout le monde. Donc, il y a un désir d'être là. Puis, le cerveau humain est très critique. Il a tendance à voir ce qui ne fonctionne pas en premier plutôt que ce qui fonctionne. Donc, je pense qu'à différents degrés, les gens vont avoir tendance à examiner les gens en fonction de à quel point ils correspondent à ce standard-là. Pourtant, les données disent qu'à peu près juste 5 % des femmes qui, naturellement, peuvent correspondre au poids qui correspond au standard de beauté là, de ce qu'on voit dans les médias. Fait que c'est du rêve pour 95 % des femmes qui ne peuvent pas parce que le poids est influencé, je pense, par 50 facteurs ou composantes différentes. Donc, c'est pas strictement l'alimentation qui va faire modifier le poids d'une personne. Puis aussi, ça se demandait, ceux qui établissent ces standards-là, est-ce qu'il y aurait un petit gain financier derrière ça? Est-ce que ça vend des petits produits? Tu sais? C'est une industrie, la culture des diètes, l'industrie de la mode. Assurément, il y a une business autour de ça. Fait qu'ils ont un intérêt à le faire. Avoir ces standards-là qui sont peut-être pas facilement accessibles, donc ça prend à aller acheter tel produit, à aller s'inscrire au gym, avoir tel type de vêtements, ou X, Y, Z, parce que eux, ils font beaucoup d'argent par rapport à ce standard-là que tu ne pourrais pas nécessairement atteindre naturellement ou qui est difficile à atteindre, à part peut-être pour 5 % de la population, parce que ils ont peut-être plus une génétique qui fit avec ces standards-là, qui sont pas nécessairement mieux ou moins bien. Là. En fait, c'est ça, c'est une industrie qui fait des sous sur le désir de tout le monde de correspondre à une norme, un désir très humain et légitime, je trouve. Désir il y a un besoin en recherche, un besoin humain qui est le besoin de to belong, le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin de relations sociales également. J'ai l'impression que, comme tu nommais, il y a beaucoup ça, parce que si c'est pas, tu sais, les difficultés d'image corporelle, c'est pas juste dans la tête de la personne qui les vit, parce que si les autres nous traitent différemment selon à quoi on ressemble puis comment ce à quoi on ressemble fit ou pas avec les standards qu'on voit, bien c'est ça, c'est pas juste dans la tête, c'est quelque chose que tu peux vivre au quotidien selon comment les gens interagissent, t'intègrent ou t'intègrent moins, ou tu sais, fait que c'est très concret, j'ai l'impression que ça se vit aussi vraiment dans les relations avec les autres. Au quotidien, je pense qu'on peut être exposé à toutes sortes de commentaires d'apparence, d'alimentation, dans nos relations interpersonnelles. On le vit, oui, via les réseaux sociaux, mais je pense que dans plein de contacts, c'est observable. Puis justement, tu sais, par rapport aux troubles alimentaires, il y a comme le mythe que le poids va... Tu sais, en tout cas, je pense qu'il y a un mythe qui est que si tu es vraiment mince, tu sais, mettons, parce qu'on a l'image de la personne qui est extrêmement mince, qui va vivre des troubles alimentaires, mais tu sais, c'est beaucoup plus large que ça. Tu n'es pas obligé d'être en sous-poids, je sais pas si ça serait le terme. Ça serait le bon terme. Pour avoir des problèmes. Puis moi, dans mon expérience, justement, il y a des moments où je comprenais pas tout ce qui se passait dans ma tête, mais j'essayais quand même d'aller chercher de l'aide. Puis une des réponses que je recevais, c'était « Mais non, voyons donc, là, t'es bien correct, là, physiquement, tu sais, t'es pas trop mince ou t'es pas en surpoids, mais ça n'a aucun lien, finalement. » Fait que aussi la manière, quand tu vas aller chercher de l'aide, qu'on se base sur de quoi tu as l'air physiquement pour se dire « Ah non, mais t'as pas vraiment besoin d'aide, t'es correct. » Ben ça, c'est une autre manière aussi de préjugés. Exact. Fait que c'est un préjugé qui m'a affectée parce que la réponse que je recevais, c'était « Mais non, mais t'es vraiment correct, là, t'es pas en surpoids ou en sous-poids. » Mais c'est pas vraiment la question, finalement. Fait que le mythe, ça serait, si t'es pas mince, tu dois pas avoir un trouble alimentaire. Ça doit pas être si grave. Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose qui est peut-être banalisé, en fait. On est dans une culture aussi où c'est très banalisé, même normalisé. L'idée de vouloir perdre du poids, tu sais, c'est comme... C'est presque un standard, là. Fait que c'est ça, le problème est banalisé. Puis je pense que, tu sais, c'est justement, je suis des influenceuses qui sont grosses puis qui font justement la promotion de la positivité par rapport à l'image corporelle. Puis elles mentionnent spécifiquement qu'elles n'ont pas l'intention de perdre du poids. Puis ça choque. On dirait que
être une personne grosse, c'est correct dans la mesure où tu veux perdre du poids, mais dans aucun autre cas, c'est comme toléré. Fait que ça aussi, c'est un enjeu. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de place à la diversité corporelle. Quoique, il y a une petite amélioration, je trouve, mais elle est petite. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de magasiner des vêtements en ligne puis de voir toutes sortes de formes corporelles. Je me dis, ah bon, là, il y a un beau pas qui est fait, mais ça n'en prend plus de ça. Vraiment. On parle, depuis le début, on parle de difficultés corporelles, on parle de troubles alimentaires. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous accompagner un petit peu à distinguer l'un et l'autre? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Si c'est différent, à quel degré, en quelque sorte? Oui, en fait, les insatisfactions corporelles, c'est un concept très large, comme je le disais au départ, qui varie un peu sur un continuum. Donc, on parle d'insatisfactions corporelles qui peuvent aller jusqu'à des préoccupations excessives et jusqu'à des obsessions. Donc, des obsessions qui sont comme des pensées envahissantes, intrusives, très, très fréquentes dans une journée. Je dirais que, la majorité de la population va vivre de l'insatisfaction corporelle. Par contre, ce n'est pas parce que je vis de l'insatisfaction corporelle que j'ai nécessairement un trouble alimentaire. Par contre, en général, on observe chez les gens qui ont un trouble alimentaire des pensées obsessives autour du corps, de l'alimentation. Donc, en fait, l'insatisfaction corporelle serait comme un facteur de risque ou un facteur prédicteur du développement d'un trouble alimentaire. Ça ne veut pas dire, je mets l'accent sur facteur de risque, c'est pas parce que je suis insatisfait qu'un jour je vais avoir un trouble alimentaire, mais ça fait partie de la liste des facteurs. Je peux peut-être filer sur les troubles alimentaires plus spécifiquement. En fait, petite parenthèse, c'est le deuxième trouble de santé mentale le plus mortel après la surconsommation d'opioïdes. Donc, c'est quand même grave. Les conséquences sont très graves. Dans le fond, il y a 3 types principaux de troubles alimentaires. Là, puis, il y en a qui ne sont pas reconnus dans le DSM-5, là, qui est la Bible diagnostique des troubles mentaux. Bref, je vais y aller avec les 3 principaux pour aujourd'hui. Là, on n'approfondira pas outre mesure. D'abord, en fait, il y a l'anorexie. L'anorexie, en fait, c'est une restriction de l'apport alimentaire qui peut être fait de différentes façons dans un but de perdre du poids ou d'éviter d'en prendre. Donc, quand on parle de restriction alimentaire, on parle de se priver, de jeûner, de réduire la quantité de repas, la quantité de calories ingérées, d'éliminer complètement des aliments qui ont un apport trop élevé en glucides, par exemple, etc. On parle aussi de préoccupations très, très importantes et une grande peur de prendre du poids. Une préoccupation importante à l'idée d'en perdre. Et on parle aussi d'une vision très déformée de son corps et un rapport à soi qui est presque exclusivement lié à son apparence. Donc, l'estime de soi est très, très pris dans est-ce que mon corps correspond à l'idéal que je souhaite. Donc, en gros, ça ressemble à ça, l'anorexie. Quand on parle de boulimie, la boulimie, en fait, c'est des comportements compensatoires. Des comportements compensatoires, quand on parle de ça, c'est, mettons, l'idée de jeûner, par exemple. Se faire vomir volontairement suite à un repas. L'utilisation de laxatifs. Ce qu'on voit dans la boulimie, c'est que ça va apparaître après une crise de frénésie alimentaire ou une orgie alimentaire. Donc, ça, c'est un moment où la personne perd le contrôle de ce qu'elle mange et elle va manger une très grande quantité de nourriture dans un temps restreint. Et la notion de perte de contrôle est très importante dans la frénésie alimentaire. C'est que la personne rapporte qu'elle a vraiment perdu le contrôle. Et après ces épisodes de perte de contrôle-là, s'installent les comportements compensatoires pour éviter de prendre du poids. Donc, c'est là où, comme je le disais tantôt, on va se faire vomir, faire un jeûne, se priver. Donc, voilà. Il y a aussi là, une très grande peur, une grande préoccupation autour du poids, de l'alimentation dans la boulimie. Le dernier type, en fait, serait les accès hyperphagiques. La distinction avec la boulimie, c'est qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc, on a des crises de frénésie alimentaire, mais la personne ne cherche pas à compenser, finalement, pour la quantité de nourriture qu'elle a ingérée. Personne qui souffre d'hyperphagie, on observe souvent un
un surpoids. Puis tantôt, je ne l'ai pas dit, contrairement à l'anorexie, où dans l'anorexie, en général, les personnes sont sous-alimentées et en sous-poids. Donc, en gros, ça ferait un peu la distinction entre les 3 types de troubles alimentaires qu'on rencontre fréquemment. OK. Ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est que quand on parle de trouble alimentaire, ça veut dire que ça a été quelque chose qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé mentale. Donc, je pense qu'il faut, dans les descriptions, des fois, on commence des études en psychologie ou en psychoéducation, on apprend les différents troubles de santé mentale, on est comme « Hey, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Il faut faire attention à cette espèce d'autodiagnostic-là, parce que c'est pas parce que tu as certains symptômes que tu as nécessairement un trouble de santé mentale, parce que là, il y a vraiment les critères précis qu'il faut respecter. Donc, je voulais juste ajouter cette petite notion-là qu'il faut vraiment aller voir un professionnel de la santé mentale, par exemple, un psychologue qui va pouvoir justement, avec lui ou elle, sa formation, vraiment examiner si c'est le cas. Puis des fois, on peut avoir des symptômes, mais sans avoir nécessairement le trouble. Tu parlais d'intensité, de degré aussi. Exactement. OK. Oui, puis ça, pour avoir le diagnostic officiel, là, il y a des fréquences à respecter. Là, par exemple, pour la boulimie, je pense qu'il faut avoir des comportements compensatoires au moins une fois par semaine pendant 3 mois. Bon, fait que, tu sais, il y a plein de détails, justement, qui font que c'est de la compétence des médecins, des autres professionnels, là, de pouvoir diagnostiquer ça. Mais c'est en gros un peu à ça que ça ressemble. On parle de 10 % de la population québécoise qui aurait un trouble alimentaire. Okay. Chez les 13 à 30 ans. Okay. Pour l'anorexie, je crois que c'est de 0,5 à 4 % la prévalence de développer au cours de la vie. La boulimie, c'est de 1 à 4 %. Okay. Puis, je pense que c'est de 14 à 22 % le taux de gens qui souffrent d'un trouble alimentaire sans que ça soit proprement diagnostiqué au sens du DSM-5. Okay. Parce que ça évolue, c'est ça le DSM-5? Ça évolue. On est à la 5e édition, ça veut dire qu'il y a eu... même un petit peu plus de 5, parce que des fois, tu as la 5e édition, tu as la 5e édition révisée. Donc, la façon de conceptualiser un petit peu qu'est-ce que c'est un trouble alimentaire puis qu'est-ce que ça l'est pas, ça évolue aussi dans le temps. Donc, ça aussi, il faut le mettre en contexte. Il y a un contexte culturel dans le temps. Là. Exactement. Puis, ça ne veut pas dire que si je n'ai pas le diagnostic ou je n'ai pas tous les critères, que je ne souffre pas. Puis, je pense que c'est de ça qui est important de s'occuper au-delà de l'étiquette ou du mot qu'on va y mettre autour. Vraiment, puis pas parce que j'ai pas nécessairement un trouble diagnostiqué que je peux pas nécessairement bénéficier de mettre en place certaines stratégies pour m'aider ou même aller rechercher de l'aide qui peut être informelle ou même professionnelle, un peu comme les ateliers que tu nommais, qui est pas nécessairement un suivi individuel, mais qui peut être une belle manière aussi de s'introduire, parce qu'il y a beaucoup d'éducation là-dedans. T'sais, on va offrir plusieurs ressources à la fin pour justement les gens qui veulent aller en savoir un petit peu plus, qui veulent voir justement autant sur les troubles alimentaires, l'insatisfaction corporelle ou des offres de services également. Donc, on va y arriver davantage à la fin, mais je pense que aussi peut-être, tantôt on parlait d'un peu de distinction insatisfaction corporelle versus trouble alimentaire. Il y a un petit peu peut-être de normalisation. J'ai l'impression que, comme tu l'as nommé, on vit tous à différents degrés peut-être un certain niveau d'insatisfaction corporelle. Absolument. Fait que ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement un problème à ce niveau-là. Je pense que comme des fois, je sais pas... Mais en fait, c'est là où, tu sais, pour savoir à quel point la ligne est mince entre à quel point je vis, puis bon, c'est normal, puis à quel point ça devient problématique. Il y a différents indicateurs qui peuvent nous le dire, tu sais, entre autres, à quel point mon insatisfaction prend du temps dans ma journée. Combien de temps mes pensées sont orientées, mes comportements sont orientés à contrôler. Je vais aller au restaurant, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pas pouvoir manger, quels seront mes repas. Ça peut être un premier indicateur. L'autre peut être aussi à quel point je me prive de certains contextes ou certaines activités à cause de cette préoccupation-là. Donc, je n'irai pas à la plage avec des amis pour pas mettre en costume de bain ou j'irai tout simplement pas voir des amis parce que je sais, on va prendre un petit verre ou on va manger au restaurant, puis je veux éviter de me retrouver dans ce contexte-là. Donc ça peut être des indicateurs de voir comme, bon, à quel point ça commence à être préoccupant, finalement, l'ampleur que ça a. Est-ce que je passe beaucoup de temps dans ma journée à me scruter le corps? On appelle ça du body checking. Est-ce que je me pèse régulièrement à plusieurs moments dans la journée pour voir l'évolution de mon poids? Parce que le poids varie vraiment dans une journée énormément, puis c'est normal. Donc, il y a plusieurs petits indices ou signes avant-coureurs auxquels on peut être vigilant, qui peuvent nous dire, OK, je pense que là, c'est en train de prendre des proportions qui m'apparaissent un peu moins normales et régulières. Ça m'envahit. L'envahissement est un des premiers indices, selon moi. Je ne sais pas, toi, Bavani, qu'est-ce que tu dirais là-dessus?
Mais je trouve que la thématique de la peur, ça revient beaucoup. Là. C'est très central dans... tu sais, quand ça devient une problématique qui... Puis dans tous les cas, comme tu dis, peu importe jusqu'à quel degré tu le vis, il ne faut pas minimiser la souffrance. Non. Mais c'est vrai que la peur, c'est un énorme moteur, je trouve, pour tous ces comportements-là. Tu sais, la peur de prendre du poids, la peur que les autres te jugent par rapport à ce que tu vas... à ce que tu vas... de ce à quoi tu as l'air, de quoi tu as l'air. Fait que je trouve que c'est une thématique qui revient énormément dans les troubles alimentaires puis dans l'insatisfaction obsessive au corps. Là. C'est comme tous des comportements qui, comme tu disais tantôt, un besoin de sécurité. Fait que tous des comportements qui visent à te rassurer, mais d'une manière qui finalement est pas efficace. Là. Justement, de se peser plusieurs fois par jour, ça offre une fausse sécurité parce que tu vas le refaire plusieurs fois dans la journée. Puis au final, comme tu dis, ça fluctue tellement... pendant une même journée, tu peux avoir 3 poids différents, puis même plus. Là. Donc, ouais, de voir que c'est ça, c'est beaucoup basé sur une espèce d'un peu, comment dire, tétanisé. Puis tout va être en fonction de ça, tout va être fait en fonction de ça. Fait que, ouais, c'est ça qui me... Puis effectivement, tu sais, je fais du pouce, là, mais la balance, tu sais, elle a l'effet de sécuriser si j'ai perdu du poids, mais elle peut avoir l'effet de m'envahir émotivement si j'ai pris 2-3 livres alors que j'ai l'impression que il n'y a rien qui justifie ça dans la rationalisation que moi j'en fais. Non, c'est ça. Puis finalement, c'est de quantifier comment tu te sens parce que au final, tu sais, ce qui est important, c'est pas le poids que la balance te dit, mais c'est avant d'embarquer sur la balance, c'est plus de se dire comment est-ce que je me sens bien dans mon corps. Ouais. Puis le problème avec compter ses calories, compter son nombre de pas par jour, mettons, ou compter ou se peser, ben c'est que ça vient mettre un chiffre sur finalement un ressenti que tu pourrais évaluer toi-même. Oui. Ouais. Puis c'est un chiffre extérieur. Moi, je répète souvent qu'en fait, on cherche à ramener la boussole à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur de nous. Donc, la balance, c'est un chiffre externe. C'est comme un peu le principe, des fois, des montres qui calculent ton temps de course. Bon, ça a certaines utilités. Je ne veux pas tout nier l'importance de ça, mais par moment, ça nous connecte à quelque chose d'extérieur à nous. Puis c'est pas là l'utilité. Quand on se pose les vraies questions, on est capable d'avoir ces réponses-là, même si on n'a pas un indicateur externe qui nous fournit un chiffre. C'est pas ça le plus important, finalement. Fait que, tu sais, j'ajouterais aussi dans les signes avant-coureurs les émotions qui sont autour du corps, de l'alimentation, de l'insatisfaction corporelle. Si les émotions sont très fréquentes et très négatives, je dirais que là aussi, on commence à être dans un signe avant-coureur que ça prend de l'importance, finalement, puis qu'il faut peut-être trouver des solutions ou essayer de l'adresser. Oui. Puis aussi, je pense que quelque chose qui peut être un signe avant-coureur, c'est en tout cas dans mon cas, c'est la perception que tu as des autres, dans le sens où, tu sais, quand j'ai commencé à être vraiment plus dans mon trouble alimentaire, j'étais très critique par rapport aux gens autour de moi sur leur physique. Tu sais, je regardais beaucoup, je leur disais pas, mais j'avais énormément de pensées sur « Ah, OK, cette personne-là, elle a mis ça. » Tu sais, OK, bon. Puis des fois, j'entends des gens autour de moi qui vont avoir ce genre de commentaires-là, puis je me dis qu'au final, tu sais, ça serait facile de leur en vouloir, mais souvent, des gens qui vont avoir des commentaires comme ça envers les autres, c'est parce qu'ils ont cette même critique-là envers eux. Fait que ça peut être un bon indicateur pour les gens à se demander c'est quoi mon observation puis mon évaluation des gens autour de moi par rapport au physique. Tellement. Parce que, au final, la critique que tu fais des autres, c'est souvent une critique que tu t'apportes à toi. Fait que pour moi, ça a été quand même en rétrospective, je me dis, hey, j'avais vraiment des pensées grossophobes avant, puis des commentaires très critiques. Fait que ça peut aider aussi. Vraiment, c'est vraiment riche ce que vous partagez. Puis c'est vrai, moi aussi, j'ai réalisé que dans mon cheminement personnel, je critique ou je juge les autres de la même manière, ou je me critique et je me juge moi-même de la même manière que je vais critiquer puis juger les autres. Fait que quand on en prend conscience, on vient à faire attention à qu'est-ce qu'on pense, même si on ne le dit pas, qu'est-ce qu'on pense des autres, puis comment qu'on les regarde, puis les évalue, puis les juge. Puis en même temps, ça nous aide à le faire avec nous-mêmes. C'est dur de détacher, de voir quelqu'un inconditionnellement, sans condition, il offrir une valeur inconditionnelle, puis pas le faire avec soi-même, ou vice-versa. Puis ce que tu nommais aussi, Anne-Marie, un des objectifs du balado « Être et liberté », c'est vraiment ça aussi, c'est justement d'essayer de ramener qui on est à l'intérieur de soi, de plutôt que ça soit « from the inside out », fait que d'avoir vraiment notre identité, qui on est, nos choix, notre valeur personnelle, de l'avoir qui émerge de l'intérieur de nous, fait que nos valeurs, notre essence, c'est pas nécessairement scientifique, là, mais
notre intuition, tout ce genre de choses-là, plutôt que de la mettre conditionnelle à des facteurs ou des critères externes, que justement notre apparence physique, des fois c'est à quel point qu'on est populaire, ce que les gens pensent de nous, des fois c'est l'argent, des fois c'est notre rôle dans la société, notre emploi. Fait que tu sais, Être et Liberté, ça l'invite, c'est une invitation à de fermer les yeux à un peu les messages extérieurs, faire OK, mais qui suis-je au-delà de ce qui existe à l'extérieur de moi. Fait que, en tout cas, grosso modo, ce serait un beau résumé de Être et Liberté, de cette invitation-là. J'aimerais ramener l'emphase sur toi, Bhavani. Parce que c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui, de vraiment partager, puis valoriser, puis entendre ton parcours, parce que, tu sais, c'est ça. Justement, quelle a été, toi, ton expérience avec ces difficultés alimentaires, corporelles-là? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Bien, c'est sûr, c'est ça. Là, dans mon expérience, tu sais, c'est très long. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, c'est très... Je trouve que ça s'intègre très lentement dans comment on pense et tout ça. Puis à la base, c'était une volonté de perdre du poids qui peut ultimement être saine, mais à ce moment-là, c'était sain, mais c'est ce que c'est devenu, en fait, qui l'était pas. Donc, j'ai commencé à compter mes calories puis en me basant sur des chiffres qui étaient vraiment absurdes. Là. Mais ça allait bien, en fait, parce que j'avais juste ça à faire, entre guillemets. C'était un été où je travaillais, tu sais. Puis entre ça, tu sais, c'est les vacances, c'était comme plus libre. Tu sais, j'avais le temps de faire ça, entre guillemets, sans que ça devienne obsessif. Mais en tout cas, tu sais, je pense quand même que même à ce moment-là, c'était pas super sain. Donc, c'était beaucoup en regardant des vidéos. Tu sais, je suis tombée sur des vidéos de personnes, justement, tu sais, je disais que je voulais pas... parler à travers mon chapeau, là, ben ça, c'était vraiment des gens qui le faisaient. Fait qu'en écoutant ces vidéos-là, j'ai commencé à intégrer, tu sais, des pensées qui étaient grossophobes, qui étaient... c'est ça, j'avais vraiment une volonté de perdre du poids, fait que je comptais mes calories tous les jours, puis je rentrais, tu sais, tout ce que je mangeais. Pendant l'été, ça allait bien, j'ai perdu du poids. Ben, tu sais, ça allait bien, je veux dire. J'avais les résultats que je voulais. Puis là, je suis rentrée à l'université. Puis, je veux pas, la rentrée à l'université, c'est un énorme changement. J'étais loin de ma famille. Tu sais, moi, j'habite pas à Sherbrooke. Fait que, là, déjà, vivre seule, c'est déjà un enjeu. Devoir gérer son argent, devoir, tu sais, moi, je dois quand même avoir un job. Fait que je travaillais aussi. J'arrive dans un environnement où j'ai plus aucun pilier. Tu sais, j'avais pas d'amis quand je suis arrivée. Je connaissais personne. Fait que je me sens pas en sécurité. Fait qu'on revient un peu à ça. Et c'est ça, j'aime pas également, tu sais, moi, c'était le certificat en environnement, c'était pas... Ben, le bac en environnement, c'était pas pour moi. J'appréciais pas ça particulièrement. Il y a des gens qui l'adorent et qui sont encore là. Mais c'était vraiment quelque chose qui... Moi, ça me stimulait pas assez. Fait qu'on dirait qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de couches qui s'ajoutaient rapidement et puis qui faisaient que je me sentais pas bien. Tu sais, je trouvais ça difficile d'être loin de ma famille. Puis de pas avoir des gens qui, tu sais, encore... Maintenant, c'est des amis super proches, mais tu sais, quand tu viens de rencontrer du monde, t'es pas nécessairement super à l'aise. Fait qu'à ce moment-là, l'idée de perdre du poids, elle prend un peu le bord parce que je suis tellement préoccupée par toute ma vie. Fait que l'année passe, puis là, je me dis que quand mon année de certificat en environnement est terminée, je me dis, bon, là, je vais me remettre à mon objectif de perdre du poids. Fait qu'à ce moment-là, pour tout l'été, j'avais un stage que j'ai fait en Gaspésie. Fait que c'était 3 mois là-bas, ça s'annonçait comme une super belle expérience. J'allais passer l'été sur des bateaux à faire de la vulgarisation scientifique. Je me promenais sur l'île Bonaventure. Je faisais de la vulgarisation sur la faune, la flore, les fous de bassin. Fait qu'en tout cas, sur papier, c'était comme l'été de ma vie. Mais en pratique, finalement, c'est devenu vraiment difficile. En fait, j'étais arrivée en Gaspésie. Puis là, c'est ça. J'avais l'intention de perdre du poids. Fait que je me remets à compter mes calories. Ah, puis en passant, si jamais vous voulez m'interrompre, laissez-moi savoir. Mais... c'est ça, je me mets à compter mes calories, puis en fait, ma grand-mère, elle vit en Gaspésie aussi, elle vit à comme 20 minutes, puis tu sais, elle adore faire des desserts. Puis ça a été, quand j'allais la voir, tu sais, je commençais à avoir cette crainte-là, j'étais comme, oh non, elle va me donner des desserts, tu sais, je peux pas en manger trop, puis tout ça. Fait que là, je commençais à être, il a commencé à avoir un stress, là, de, là, je vais être exposée à de la nourriture que je sais pas ça va être quoi, combien il va en avoir. Perte de contrôle un petit peu, là. Ouais, ça a commencé à me stresser. Puis beaucoup d'appréhension, de contexte où tu vas te retrouver confronté à de la nourriture. Ouais, donc, essayer de planifier pour pas te retrouver exact, dans c'est ce ça. contexte-là. Fait que là, ça commence à m'angoisser plus. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est, en plus de compter mes calories chaque jour, le soir, avant
chaque soir, en fait, pour le lendemain, j'écrivais déjà ce que j'allais manger. Fait que c'était tout prévu. Puis j'étais comme, bon, comme ça, je vais pas dépasser, tu sais, puis ça va être correct. Fait que ça, je commence à plus me mettre sur la tâche, si on veut. Mais c'est que ce qui arrive, c'est que plus j'avance là-dedans, plus je commence à m'interdire des aliments aussi. C'était plus juste... parce que l'été, puis je dis pas que c'est nécessairement mieux, mais l'été d'avant, je comptais mes calories, mais je me permettais de tout manger. Sauf que là, il y a comme des aliments qui devenaient interdits. Fait que, en tout cas, j'avais comme ma liste. Ben, j'avais pas de liste, mais tu sais, je sais qu'il y a des aliments que je diabolisais finalement. Donc, je me suis dit, bon, tout ça, je peux plus le manger. Tu sais, en tout cas, j'avais plein d'idées par rapport à certains aliments. Et... attendez, excusez, on dirait que je veux juste faire une place dans ma... Prends ton temps. Ouais. Ouais. Sinon, j'ai une question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir perdre du poids? Est-ce que tu es en ce moment consciente de quelque chose cette drive-là, du pourquoi, Ben, dans mon idée de perte de poids, à la base, je le voyais de manière très saine. Puis je pense que dans le discours, tu sais, des gens qui vont développer un trouble alimentaire, à la base, c'est juste comme, ah non, mais tu sais, je veux juste perdre comme quelques livres, là, c'est vraiment pas plus grave que ça. Mais ça s'est transformé au fil du temps vraiment en... je veux faire ça pour avoir l'impression d'être plus crédible. J'avais vraiment ça en tête. J'étais comme, je peux pas avoir un peu plus de poids puis être considérée comme les autres. Je voyais beaucoup ça aussi comme un moment. Je me disais, quand je vais avoir perdu tant de poids, là, ça va bien aller. Genre, tout va bien aller, mes problèmes vont être réglés, je vais être heureuse. Là, je le voyais vraiment comme ça. Fait que c'est devenu ça. Je veux perdre du poids juste un peu comme ça pour... je pense même pas que je le voyais comme une affaire de santé à la base. Je pense que c'était juste comme, je veux juste perdre un peu de poids. C'était comme assez innocent. Puis finalement, c'est devenu ça. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Ça s'empirait pendant l'été. Puis il y a un moment où, tu sais, c'est assez flou, c'est dur à dire, là. C'est assez intrusif, là, ça se fait tout seul. Mais il y a un moment où j'ai commencé à avoir des crises hyperphagiques parce que je m'interdisais des aliments au départ. Fait que là, c'est ça, c'est des épisodes où tu vas te mettre à manger énormément, puis c'est quelque chose qui est fait toujours seul. Jamais quelqu'un rentrerait dans la pièce puis je continuerais à faire ça. Tu sais, je vivais en colocation avec 6 autres personnes. Si j'entendais la porte s'ouvrir, c'était terminé, là, tu sais, c'était sûr que j'arrêtais. Fait que c'est quelque chose qui est beaucoup vécu dans la honte puis la solitude, les crises hyperphagiques. Est-ce que tu saurais dire quelles émotions déclenchaient tes crises hyperphagiques? À quoi tu connectais le soir? Mettons, l'émotion que je vivais pendant? Avant. Avant, oui. C'est parce que pendant, il se passe pas grand-chose dans ta tête. Là. Mais, c'est un pilote automatique. Oui, vraiment. Mais avant, tu sais, c'est ça. C'était jamais, ça va super bien, je vais faire ça. C'était beaucoup du stress. Tous les irritants possibles, en fait, étaient un potentiel déclencheur. Si une journée, j'avais, tu sais, mettons, on va dire, je sais pas, il y avait un touriste qui avait été vraiment méchant, ben, ça m'arrivait pas vraiment, mais tu sais, mettons, juste des événements où j'étais plus stressée, je m'ennuyais de ma famille, tu sais, je les ai pas vus pendant 3 mois. Encore là, on en revient un peu à le sentiment de sécurité. Mais c'était de la frustration, si j'étais triste, si j'étais déçue. C'était beaucoup des sentiments comme ça qui allaient réveiller, justement, ce besoin de crise. Je me rappelle même des moments où je me disais, j'ai hâte d'arriver chez moi pour manger, tu sais. Fait que c'est une manière de se donner, de m'apporter du réconfort. Ouais. Et pendant que je vis la crise, ben, tu sais, c'est très, comment dire, c'est très déconnecté, là. Tu sais, il se passe plus rien. Puis peut-être qu'à un moment pendant la crise, il y a une petite étincelle qui fait « Hey, peut-être tu devrais arrêter », mais tu rentres dans un mode où tu te dis « Ah, tant pis, je m'en fous. » Tu sais, il n'y a plus rien qui compte, c'est juste ça, puis tu comprends pas trop pourquoi tu le fais. Quand même, une arrière-pensée de se dire « Ouais, plus tard, je vais pas me sentir bien. » Puis en même temps, il y a aussi la pensée de « C'est pas grave, demain, je mangerai pas de la journée. » Tu sais, il y a aussi ça. Fait que il y a toutes l'idée de compenser est déjà là. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est pas grave, demain, je vais rien manger ou je vais aller courir. Ça m'est arrivé des fois aussi d'avoir une crise hyperphagique puis d'aller courir tout de suite après. Puis ça, c'était vraiment... je courais, puis tu sais, je pleurais en même temps. Là, c'était pas super. Puis dans les comportements compensatoires, après ça, mettons, des journées que j'allais pas manger de la journée le lendemain ou j'allais aller courir. Puis dans des moments comme ça, tu sais, il y a beaucoup l'idée de... Ben, après la crise, en fait, c'est... Il y a beaucoup l'idée de t'es vraiment t'es dégoûté de toi. Honteux. Ouais, c'est vraiment la honte. Puis
là, t'es déjà dans la planification. Bon, oh my God, hey, j'ai fait ça, c'est dégueu. Bon, tout de suite, qu'est-ce que je fais pour compenser? Fait que aller courir, pas manger, c'était ça. Tu sais, dans la boulimie, il y a plusieurs comportements compensatoires. Puis moi, c'était ces deux-là. Donc, c'est ça. Fait que là, je vis ça, puis ça se répète beaucoup. Je marchais beaucoup aussi cet été-là. Fait que on dirait que mes pas, le nombre de pas que je faisais aussi, pour moi, c'était une manière de compenser. Fait que je me disais, c'est pas grave, je vais faire tant de pas. Je comptais le nombre de pas que je faisais aussi. Là, c'était une autre affaire. Fait que je compte les calories, je compte les pas. Et plus l'été avance, plus ça devient difficile socialement aussi. Parce que, tu sais, mettons, avec mes amis, on allait au resto des fois le soir. Puis là, je me disais, je vais pas manger de la journée comme ça. Ce soir, je vais pouvoir manger, tu sais, n'importe quoi. Ça va être correct, j'aurai pas mangé. Puis ça là-dessus, c'était difficile aussi socialement. S'il y avait un événement où il y avait de la nourriture puis que c'était pas prévu, là, moi, j'étais plus disponible. Mes amis parlaient, puis j'étais juste comme, il y a de la bouffe là, est-ce que j'en mange? Mais là, si j'en mange un peu, je vais pas être capable de me contrôler. Il y a aussi la peur, justement, de perdre le contrôle qui est très présente. Et c'est ça. Fait qu'il y a la peur de perdre le contrôle, puis aussi le fait que tu es complètement isolé. Tu sais, tu vis tes crises hyperphagiques seul, mais même en contexte social, tu es très seul dans ta tête. Tes amis parlent, puis toi, tu fais juste penser à... Si c'est un souper, là, tu fais juste penser à... OK, il y a combien de calories dans la bouchée que je viens de prendre? OK, là, je mange ça maintenant, mais là, je peux-tu prendre un dessert après? Mais là, si tout le monde en prend sauf moi, ça va être bizarre. Fait que t'es tellement dans le calcul constamment que les moments sociaux sont plus... t'es plus du tout présent là-dedans. Comme plus de disponibilité. Hein? Je trouve que tu es en train de bien illustrer l'idée de déconnexion des autres. T'sais. C'est comme si je suis plus vraiment dans le moment, plus vraiment en relation, trop pris à intellectualiser un paquet de concepts puis de règles que tu t'es créées, exact. Puis auxquelles tu souhaites te conformer. Puis on dirait que une des choses classiques, c'est que les règles s'accumulent. Au départ, on part avec une règle, puis là, il y en a plusieurs, des aliments qui deviennent interdits, un nombre de calories qui devient plus restreint. Donc, ça devient très, très prenant et exigeant. Il y en a beaucoup qui comparent les troubles alimentaires à une prison cognitive. Je trouve que tu l'illustres très bien. Vraiment. Fait que c'est ça, ça devenait très envahissant au point où c'était comme la seule chose à laquelle je pensais constamment. Là. Puis... tu sais, aussi, je me valorisais dans les moments où j'allais pas manger de la journée. J'étais comme, bon, cool, là, j'ai économisé. C'était beaucoup, là, tu sais, le calcul encore qui revient, là, j'ai économisé mes calories, fait que demain, je vais pouvoir manger. Mais justement, c'est un cycle qui se répète de honte puis de restriction, finalement. Et, plus l'été avançait, plus je me disais... je commençais à... Il y a comme un besoin de régler le problème qui a commencé à surgir, mais le problème dans ma tête à ce moment-là, c'était pas... le problème à ce moment-là, dans ma tête, c'était le poids. Tu sais, j'étais comme, bon, comment je fais pour... c'est ça, je me rends compte qu'il y a un problème, mais je vise pas le bon problème. Je me dis, OK, ben là, faudrait que je me mette plus, tu sais, pour perdre du poids, mais en même temps, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais comme, hey, j'aurais besoin de connecter avec d'autres gens. J'ai comme eu le besoin de pouvoir relate, là, j'ai le mot en anglais, de pouvoir connecter avec des gens qui vivent la même chose que moi. Fait que c'est de là que je suis allée sur une application qui s'appelle Reddit. Là. Puis c'est une application, un genre de forum avec plein de sujets desquels tu peux parler. Puis là, je suis allée voir les problèmes, justement, par rapport à pas la boulimie, à ce moment-là, j'avais pas identifié ça. Mais, tu sais, le discours des gens, qui était, évidemment, tu sais, c'est pas scientifique, là, Reddit, c'est juste du monde qui parle puis qui se comprennent pas. Fait que c'était comme un trou noir un peu parce que les gens, le discours sur le site, c'était beaucoup « Ah, je suis pas capable de me contrôler quand je mange, qu'est-ce que je devrais faire? » Puis là, t'as des gens qui disent « Arrête de manger du sucre, mange plus aucun sucre, ça va être correct. » Ou « Mange juste 2 repas par jour. » Tu sais, tout le monde arrive avec sa solution. Mais finalement, c'est comme un bassin de gens qui savent pas qu'est-ce qu'ils vivent puis qui se conseillent dans leur souffrance. Puis c'est pas efficace. Fait que là, c'est ça, je pense que j'ai inconsciemment essayé d'envoyer des signaux de détresse. T'sais, j'en parlais à ma mère, des fois, je me disais, je suis pas capable de m'arrêter de manger. Ou à mes amis, je leur disais, hey là, faut que je perde du poids. Puis, les réponses qu'on me donnait, comme je disais tantôt, c'était, ben non, mais t'as pas besoin. Fait que c'est difficile aussi pour les gens autour de réaliser c'est quoi le problème. Puis j'en veux à personne parce que c'est tellement
Ben ça, c'est tellement subtil aussi, puis tu le sais pas que c'est ça le problème. Tu sais, la personne, elle t'arrive avec « faut que je perde du poids ». Si tu creuses pas plus loin, ça se peut que tu le vois pas. J'ai une petite question pour Ouais. toi. Tu sais, là, on va aborder... Il y a plein de choses que tu as dit qu'on va aborder un peu plus. Mhm. Mais si je te ramène juste un petit peu en arrière, Mhm. est-ce que l'entrée, le début à l'université, a-tu été comme une espèce d'événement un peu déclencheur ou accentuant? Ouais, je pense que c'est ça, c'est la perte de plusieurs repères là, qui a fait que c'est ça, j'ai eu cette envie-là de contrôle. Fait que je pense vraiment que l'entrée à l'université, ça a été un moment clé. Puis je pense en fait que les moments de changement, c'est justement les moments à risque là, pour ce genre de... J'aurais voulu t'entendre, Anne-Marie, Ouais. justement, est-ce qu'il y a des événements ou des moments qui peuvent justement déclencher peut-être des comportements plus graves par rapport aux difficultés alimentaires ou l'identité corporelle? Là, on a parlé notamment de la rentrée scolaire, puis le pourquoi, la perte de repères, peut-être perte de contrôle ou perte de sécurité. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Ben, en fait, je connais les facteurs de risque en lien avec l'insatisfaction corporelle. Je ne saurais pas dire si c'est exactement les mêmes pour les troubles alimentaires. Je pourrais être portée à croire que oui, mais ça serait une information à valider. En fait, souvent, il y a un facteur déclencheur qui est un stresseur. Fait que ça peut être toutes les sortes de stresseurs de la vie ou un ou plusieurs stresseurs qui vont déclencher. En termes de facteurs de risque, de façon générale, sous la toile de fond, il y en a vraiment plusieurs. On peut les défiler, là, entre autres, il y a les particularités physiques. Donc, ce qu'on dit, c'est que les gens qui ont un poids ou une apparence physique distinctive de la norme vont être un peu plus à risque. Les filles, les femmes sont plus à risque. L'âge aussi va faire partie des particularités physiques qui mettent à risque. Donc, on l'a dit tantôt, l'adolescence, début jeune adulte, période un peu plus à risque. Aussi, l'âge, la puberté, tout ça un facteur de risque. Pour les filles, plus la puberté se passe tôt, plus les changements corporels et le fait de différer des autres jeunes de mon âge va arriver tôt, parce que la puberté est tôt, donc elle va mettre à risque. Pour les garçons, c'est l'inverse, plus la puberté est tard, puis qu'il y a une différence avec la moyenne des jeunes du même âge, ça va être un facteur de risque. Il y a des facteurs de risque aussi au niveau des traits de personnalité. Rapidement, on peut penser au perfectionnisme. On peut penser à la propension de certaines personnes à se comparer et à avoir une vision qu'on appelle dichotomique. Donc, la vision dichotomique, c'est l'idée de voir tout blanc ou tout noir. C'est les gens qui ont plus de difficultés à accéder à la nuance dans leur façon de percevoir les choses. Donc, ça fait aussi partie des facteurs de risque. Une faible estime de soi est un facteur de risque aussi. Il y en a une série là, comme ça de traits de personnalité qui peuvent mettre un peu plus à risque. Sinon, évidemment, les expériences interpersonnelles vont avoir un impact et peuvent mettre à risque. On parle au niveau familial. Est-ce que j'ai été élevée dans un environnement où ma famille était très préoccupée par le poids, par l'alimentation? Est-ce que déjà, il y avait un mode restrictif chez moi? Est-ce qu'on me comparait avec ma fratrie par rapport à mon poids, par rapport à mon apparence? Est-ce que c'était un sujet fréquemment abordé chez moi ou pas? Est-ce que j'ai un parent qui était constamment au régime et constamment préoccupé de ça? Puis au plan social, c'est un peu la même chose. Est-ce que j'ai subi de l'intimidation par rapport à ma différence corporelle dans ma vie? Est-ce que j'ai évolué dans un groupe de pairs où le thème était régulier, très préoccupant, où on m'a exposé à ça? Puis la dernière catégorie de facteurs de risque concerne en fait la socialisation. Donc, on en a un petit peu parlé depuis le jeune âge. La socialisation, en fait, c'est les normes sociales, les valeurs auxquelles on est exposé puis qu'on choisit d'intérioriser et d'adhérer quand on appartient à une société donnée. Dès le jeune âge, les enfants sont exposés à des jouets, Barbie, pour ne pas la nommer, qui est un idéal inaccessible de beauté. Les médias, les réseaux sociaux, les films, les acteurs dans les films aussi souvent correspondent à des idéaux de beauté. Donc, à quel point on y est exposé va être un facteur de risque en soi. Il y avait fait une étude les îles Fidji, qui sont une île très isolée, là, qui ont eu la télé vraiment plus tard que la majorité de la population. Je pense qu'ils l'ont eu en 95.
Et ils ont fait des études 3 ans plus tard pour se rendre compte que les standards avaient vraiment évolué à ce moment-là. C'était une culture qui favorisait le surpoids parce que ça voulait dire être en santé. Et 3 ans plus tard, ils se sont rendus compte que les idéaux de beauté avaient été transformés, donc les gens souhaitaient plus être minces. Et aussi, ils se sont rendus compte que l'arrivée des troubles alimentaires qui n'existaient pratiquement pas était d'actualité. Donc, ça parle vraiment de l'ampleur. Je n'ai pas tous les détails de cette étude-là, mais je la trouve frappante dans comment la socialisation a un impact, puis on s'en rend pas compte. Donc, mais à risque. Fait que, c'est plein de petits facteurs qui peuvent nous mettre à risque, puis là, on cumule un élément déclencheur à ça, puis ça fait un terrain fertile. Pas nécessairement que ça va arriver, mais ça fait un terrain plus fertile, en fait. Oui, c'est ça la nuance que je voulais apporter. Les facteurs de risque, c'est un facteur qui peut augmenter la chance de développer une problématique. Des fois, il y a des facteurs de risque pour la santé physique, des facteurs de risque pour la santé mentale, mais souvent, du moins à ma connaissance, un seul facteur de risque ne sera pas nécessairement suffisant pour mener, mettons, un trouble de santé mentale. Souvent, ça va être une panoplie une combinaison, puis ensuite, peut-être justement un événement déclencheur. Donc, tu sais, le but du balado, c'est oui, informer, sensibiliser, mais c'est pas d'inquiéter non plus. Fait que si à la maison, il y en a qui ont écouté un peu la liste des facteurs de risque, c'est comme, hey, j'ai plus faible estime de soi, ben faut pas s'inquiéter non plus. C'est pas, ça mène pas automatiquement à un trouble de santé mentale ou quoi. C'est un amalgame de plusieurs choses, là. Oui, bien en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont regardé qu'avaient en commun les gens qui vivaient de l'insatisfaction corporelle, donc les études ont tiré certains traits communs, mais c'est en aucun cas une garantie de développer un trouble alimentaire ou une insatisfaction corporelle, en fait, mais c'est des facteurs qui reviennent. Tu as nommé un gros facteur de risque, c'est... Mais là, je mets toujours la nuance, là, les stresseurs. Parce que le stress, c'est quelque chose qui est vraiment naturel, qui est là pour nous faciliter notre survie, avoir une bonne performance. Un bon niveau de stress, ça va t'amener à une plus haute performance. Mais trop de stress, trop aigu, ou pour trop longtemps, c'est là que ça peut devenir un facteur de risque pour plusieurs problèmes de santé mentale. J'ai fait mon mémoire sur les stresseurs scolaires des adolescents. Puis, qu'est-ce qui avait été nommé? Je pense que ça a beaucoup été popularisé par Sonia Lupien, qui est professeure à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, puis aussi chercheuse quand même, une très grande expertise sur le stress, évidemment. Puis, elle parle souvent du ciné, un peu qu'est-ce qui peut causer le stress. Oui. Donc, le ciné, chaque lettre représente un élément qui, à lui seul, pourrait contribuer à une réponse de stress dans l'individu. On parle du C qui est avoir une perception de faible contrôle. Le I, le sentiment d'imprévisibilité par rapport à une situation. Ciné, le N, la nouveauté. Puis ensuite, le E qui est une menace à l'ego, fait que sa personnalité, le regard des autres. Fait que, chacune de ces lettres-là peut venir créer un stresseur qui pourrait représenter un événement déclencheur. Fait que, on parle d'arriver à l'université pour la première fois, nouvelle ville, tu peux avoir un sentiment de faible contrôle parce que là, c'est plein de nouveautés, c'est plein d'imprévisibilité, tu as plein de nouvelles personnes, donc menace à l'ego. Fait que, on voit comment que ça peut donner un indice de, OK, il va peut-être avoir un défi adaptatif qui se présente et là, éventuellement, on va arriver un peu plus tard dans les stratégies d'adaptation qu'on peut faire pour faire face à ces stresseurs-là parce que les stresseurs sont inévitables. Dans la vie, on va toujours, mais ensuite, c'est comment faire pour s'adapter puis faire face à ça puis développer nos ressources aussi également. Mais c'est ça, quand les gens me demandent, tu sais, j'en ai parlé autour de moi, c'est sûr, puis les gens me demandent « Ah, comment t'en es venu à développer un trouble alimentaire? » Je suis comme « Ben là, assis-toi, parce que, tu sais, il y a tellement de facteurs, justement, c'est tellement multidimensionnel. Puis même moi, des fois, je me surprends à me dire « Ah, il y avait ça aussi qui se rajoutait, tu sais, mettons, le besoin de se sentir valorisé, tu sais, ça peut être quelque chose aussi, c'est quelque chose que je recherchais aussi, puis là, ça a été une manière de le faire. Fait qu'il y a tellement de facteurs qui s'ajoutent. Donc, ouais, je pense que l'entrée à l'université, c'est un gros thème. Moi, je dis souvent, c'est comme une poupée russe. Il y a l'entrée à l'université qui inclut plein de sous-couches ou de petites poupées d'autres stresseurs qui peuvent avoir l'air mineurs, mais quand on les met ensemble, on se rend compte que c'est massif, puis il y en a de la poupée dans la grosse poupée. Donc, c'est non négligeable comme changement. En plus, ça venait avec un arrivée en appartement. Fait que probablement. Puis en fait, ça pourrait être une question pour toi. As-tu l'impression que tu avais déjà été confronté à autant d'émotions désagréables en même temps avant ton arrivée à l'université dans ta vie? Je pense pas, non, d'avoir vécu ça, autant de choses difficiles. T'sais, j'ai toujours été quelqu'un qui misait sur le contrôle, puis je pense que tôt ou tard, il allait avoir une perte de contrôle. Là. Tu peux pas tout le temps être en contrôle de ce que tu fais. Je suis quelqu'un qui est très rigoureuse, très cartésienne dans comment j'organise toutes mes choses, là.
Donc non, j'avais pas vécu... c'est pas nécessairement... Tu sais, j'ai vécu des événements... Mettons, on a tous vécu des événements plus difficiles, mais c'est l'empilement de toutes ces couches-là de stress qui ont créé ça. Fait que je pense pas avoir vécu une période plus stressante que cette année-là. Exactement. Ouais. Intéressant. On pourrait aborder une thématique qui est un peu... On l'a abordé directement un peu à travers tous nos échanges jusqu'à maintenant, l'influence puis le rôle de la société puis des réseaux sociaux. Selon vous, je commencerai par toi, Bhavani, puis on pourra renchérir, entre autres, toi, ton expérience, puis aussi ce que vous voyez peut-être dans votre atelier. Là. Donc, quel a été le rôle, selon toi, ou l'influence de la société en général? Fait que, un peu ce qu'on peut voir dans la société, les messages, puis aussi en particulier les réseaux sociaux. Oui. Bien, c'est ça, tu sais, justement, là, dans mon cheminement, j'étais rendue à chercher une solution sans trop savoir c'était quoi le problème. Puis les réseaux sociaux, ça a été quand même une bonne plateforme pour moi pour essayer, en tout cas, de m'en sortir. Puis c'est ça qui est paradoxal avec les réseaux sociaux, c'est que c'est ça qui m'a, en partie, fait tomber dans les troubles alimentaires. Mais d'un autre côté, ça m'a quand même aidée parce que, justement, il y a comme, tu sais, j'ai comme eu je me rappelle de la journée là, où j'ai comme fait, OK, là, je sais c'est quoi mon problème, puis il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Je revenais de courir après, j'avais eu comme un épisode hyperphagique, j'ai couru, puis en revenant, je me suis dit, hey, au pire, là, je me fais vomir une fois, puis c'est correct, tu sais. Puis en ayant cette pensée-là, juste le fait d'y penser, je me suis dit, OK, non, là, il y a quelque chose qui va pas. Puis 2-3 jours après, je suis tombée sur une vidéo d'une psychologue sur YouTube qui parle des dangers de la boulimie, justement. Puis en voyant ça, j'ai vraiment eu un gros coup de « OK, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose si je veux pas que ça devienne pire que ce que c'est déjà. » Fait que dans cette optique-là, les réseaux sociaux, ça peut aider parce que on est exposé à plein de connaissances, à plein de sensibilisation. Mais d'un autre côté, dans les moments où j'étais vraiment dans mon trouble alimentaire, veux pas, les algorithmes font que tu vas tomber sur du contenu qui renforce, tu sais, du contenu sur lequel tu vas rester, tu vas regarder. Fait que quand j'étais vraiment dans mes troubles alimentaires, je regardais des vidéos de gens qui mangent, je regardais des vidéos de gens qui ont des propos grossophobes. Tu sais, c'était très obsessif. Là. En fait, pour me détourner de l'action de manger, j'allais regarder des vidéos comme ça. Tu sais, c'était comme, dans ma tête, c'était la seule chose, autre chose que je pouvais faire parce que c'était ce qui me détournait de l'action de manger. Donc, mon algorithme me propose tout le temps des choses qui renforcent finalement mon idée d'avoir une image plus mince, de contrôler mon image, en fait. Fait que, d'un côté, ça renforce mes conceptions. Et de l'autre, c'est ça qui m'a aidé quand même à m'en sortir. Donc, c'est sûr qu'il y a toute une affaire sur le côté des algorithmes puis tout ça. Fait que c'est ambivalent quand même, le rapport aux réseaux sociaux là-dedans. Évidemment, maintenant, je suis abonnée à des gens qui font la promotion de la positivité corporelle et tout ça, mais c'est parce que j'ai changé les gens à qui j'étais abonnée, mais ça, c'est quelque chose qui doit se faire par la personne. Fait que c'est assez ambivalent quand même, les réseaux sociaux pour les troubles alimentaires, je trouve, puis pour plein d'autres enjeux, en fait. Là. C'est facile de tomber dans une boucle où tu te fais répéter puis tu renforces tes paradigmes. C'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des choses qui peuvent représenter des facteurs de risque, mais il y a des choses qui peuvent représenter des facteurs de protection. Est-ce que Anne-Marie a peut-être l'élément clé là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dans... Oui, il y a beaucoup de désinformation, mais comment distinguer la désinformation des informations qui peuvent être crédibles? Est-ce que là-dedans, il y a comme l'esprit critique, le jugement personnel, d'aller vérifier les sources, qui dit quoi, puis d'évaluer, OK, est-ce que cette personne-là a vraiment les compétences, les connaissances d'avoir, de donner un fondement à son discours, en quelque sorte? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce niveau-là? Bien, on en parle dans les ateliers, justement. En fait, l'idée, je pense, c'est tu l'as dit, développer un regard critique sur ce qu'on regarde. Fait que, tu sais, Bhavani l'a dit tantôt, des fois, on cherche le soutien des pairs, mais le soutien à un objectif qui n'est pas le bon. Tu sais, le soutien à fais telle chose, tu vas avoir le contrôle. Je pense pas qu'on est dans la bonne place dans l'objectif. Tu sais. Fait qu'assurément, s'abonner à des pages de professionnels, c'est toujours plus crédible, toujours plus fiable. Dans les groupes de soutien,
moi, je pense que les groupes de soutien devraient être orientés sur ce que ça fait vivre, mais pas sur des trucs. Il y a quand même une nuance là importante. Puis, ben, elle le dit aussi, mais je pense qu'il faut regarder à changer les algorithmes parce que je pense qu'après 3 minutes, ça a été démontré qu'à 3 minutes d'exposer à des idéaux de beauté, les émotions négatives embarquent. Donc, si on pense au nombre de minutes qu'on passe sur nos réseaux sociaux et à la quantité d'images qui correspondent à des idéaux de beauté, il y a de quoi filer moins bien vivre des émotions en lien avec ça. Nous, ce qu'on suggère aussi, c'est d'essayer de s'abonner à d'autres contenus, d'autres pages qui n'ont pas rapport avec ça. Tu sais, si t'aimes la cuisine, go. Si t'aimes les voyages, pourquoi pas. Si t'aimes les arts, pourquoi pas. De diversifier un peu les champs d'intérêt puis ce qu'on regarde. Tu sais, on peut faire tous l'exercice d'ouvrir, bon, peu importe la plateforme de réseaux sociaux que vous utilisez, là, mais rapidement, en 2 minutes, là, essayez de comptabiliser la proportion de quoi est attribué à quel thème ou à quelle cause. Ça peut donner une idée de ça à quoi on est exposé, puis se demander consciemment ensuite, c'est tout ça que je veux? C'est tout ça à quoi j'ai envie d'être exposé? Est-ce que ça correspond à mon idéal? Est-ce que ça correspond à mes valeurs ou aux qualités ou aux aptitudes que je souhaite développer? Fait un petit 2 minutes de conscience avec des petites statistiques, mais des statistiques cette fois-ci faites pour une cause qui va nous rendre service, je pense que ça peut être fort utile. Intéressant. Blague à part, ce balado pourrait... On est sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller vous inscrire à nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. On peut être une bonne source d'information. Mais OK, blague à part, toi, Bhavani, si on parlait de l'importance du réseau social, est-ce qu'il y a des choses que dans ton réseau, ça peut être les gens plus proches, mais ça peut être aussi les gens qu'on côtoie à l'école, il y a des choses qu'ils ont pu faire, qui ont pu être aidant ou qui a pu être peut-être moins aidant? Y a-t-il des choses que toi, dans ton expérience, que tu as pu expérimenter? Ben c'est ça qui est... Dans mettons, cette expérience-là, je dirais que le rapport aux autres est... Encore une fois, je peux pas blâmer les gens de pas s'en être rendu compte. En fait, ce qui serait aidant et pas aidant, dans le fond, ça serait comme ensemble. Mais veux pas, tu sais, le discours qu'on a est influencé par... la société, par ce qu'on consomme par rapport au rapport au corps. Fait que ce qui m'a pas aidé, je dirais que c'est justement les commentaires de personnes proches de moi qui eux, vont dire, mettons par exemple, on va manger, puis mettons, on va souper, puis je suis avec une amie, puis elle me dit est-ce que tu veux du dessert? Puis je dis non, moi j'en veux pas. Elle dit OK, ben moi non plus. Puis des commentaires comme ça où, mettons justement, des commentaires sur tu vas manger ça. Il y a beaucoup de commentaires que les gens font sans s'en rendre compte, qui vont venir créer des fois des questionnements pour la personne qui vit ça. Fait que je dirais que c'est peut-être très général, mais de se sensibiliser à cette cause-là, je pense que ça peut vraiment aider. Justement parce que les personnes vont, à partir de là, avoir un discours qui est plus bienveillant. Je dirais que ça serait ça, tu sais. Je pense pas que... Parce qu'au final, même si quelqu'un était venu me voir et m'avait dit « Hey, t'as ça », avant que moi, je m'en rende compte, je pense pas que ça aurait vraiment changé quelque chose. Fait que les gens m'ont écouté, m'ont rassuré dans comment je me sentais à ce moment-là. Puis c'est vraiment ce qu'ils devaient faire, là. Je pense que ça sert à rien de... Ça aurait servi à rien, en fait, de pointer du doigt « Hey, tu as clairement un problème avec la... t'as clairement... Tu vis de la... » Je sais pas si on le dit, mais en tout cas, j'ai le problème, le trouble alimentaire de la boulimie. Faut que tu fasses quelque chose avec ça. Tu sais, si je m'en étais pas rendu compte avant qu'ils me le disent, je sais pas à quel point ça aurait été efficace. Fait que c'est sûr que d'aller dans l'écoute puis de poser des questions, puis aussi de pas, tu sais, parce qu'à plusieurs moments pendant ma guérison, je disais j'étais en surpoids. Puis la réponse que j'avais souvent, c'était mais non, mais évidemment que les gens me disaient ça, moi j'y croyais pas. Fait que je pense par rapport aux commentaires que les gens vont faire sur leur apparence, de plus être dans l'ouverture. OK, pourquoi tu... Ah ouais, tu trouves... OK, comment ça? Puis de plus être dans l'écoute que dans la négation, parce que la personne moi, je le croyais pas, là, même si mes amis me disaient « Mais non, t'es pas en surpoids. » Là, la discussion s'arrêtait là parce que j'étais comme... Bon, OK. On sentait pas Ouais. compris, en fait. C'est ça, fait que d'essayer d'être dans l'accueil, tu sais, quand quelqu'un va amener un fait, quelque chose... pas un fait, mais une manière qui se sent, d'essayer de comprendre pourquoi il se sent comme ça et pas de nier tout de suite, parce que ça a été quelque chose qui a été fait, puis j'en veux à personne, là, dans le sens où c'est un travail collectif. Fait que je dirais de plus se renseigner par rapport à ça, puis de se poser des questions sur son rapport
à l'image corporelle pour après ça être capable d'accueillir d'autres personnes. Puis c'est pas la responsabilité des gens autour de moi de m'aider à guérir, de m'aider à ce moment-là à guérir. Mais je pense que si le discours est plus bienveillant, puis que les gens se posent plus de questions, puis sont plus dans l'accueil de ce que les gens leur disent, ça pourrait aider. Moi, je pense que c'est ça qui m'aurait aidé, que quelqu'un... Parce que je le savais en disant « Ah, je suis en surpoids » que le monde allait répondre « Ben non ». Mais je suis curieuse de qu'est-ce que ça m'aurait fait si quelqu'un m'avait dit Ah ouais, tu trouves? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sentir comme ça? Je sais pas qu'est-ce que j'aurais répondu. Je pense que ça m'aurait peut-être choqué. Ben, c'est ça, c'est pas rationnel, j'ai l'impression. C'est vraiment plus émotionnel. Donc, d'y aller avec un argument, un contre-argument rationnel, ben non, t'es pas en surpoids. C'est vraiment très rationnel, très logique. Mais en fait, c'est pas... Tu sais, j'ai l'impression que ce genre de difficulté-là corporelle, c'est très émotionnel que faut que tu y ailles par la porte, justement, peut-être empathique, accueillante, non-jugement, bienveillance, recherche de compréhension également, pour offrir ce soutien-là, puis l'espace d'exprimer, j'ai l'impression, parce que tu l'as nommé, je pense qu'on peut se sentir très seul. Si tu nommais que les crises hyperphagiques, c'était très, très seul, c'était peut-être vécu dans la honte ou dans le désir que ça ne se sache pas. Fait que d'avoir peut-être au moins une personne qui t'accueille, puis sans jugement, qui a un soutien, puis que le but, je pense, c'est même pas que cette personne-là apporte des solutions. Non, c'est ça. Non. Parce qu'au final, ça, c'est la personne qui le vit, qui va travailler à ça. Je veux juste pas que les gens se mettent la pression de... Puis même, si j'ai des amis... Ben, j'ai sûrement des amis qui vont l'écouter puis qui étaient peut-être là dans ces moments-là. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est tellement complexe puis difficile à distinguer. Je pense que c'est pas des solutions que je pense qui doivent être apportées, mais juste de l'écoute, d'essayer de comprendre la personne. Ça peut être une bonne piste. Oui, puis dans l'entourage, pas les intervenants professionnels non plus. Donc, non, pour les personnes de l'entourage, ça peut être aussi, soit tu n'en es pas conscient, soit tu es toi-même dans cette espèce de socialisation, de idéaux de beauté. Puis, fait que, je pense qu'il ne faut pas se responsabiliser, mais en même temps, le fait d'en parler, ça permet de sensibiliser. Puis il y a peut-être des proches qui aimeraient pouvoir faire des petites choses, mais qui ne savent pas nécessairement comment faire. On va offrir des ressources qui peuvent, entre autres, donner des conseils ou accompagner les proches. Mais toi, Anne-Marie, est-ce que vous voyez ça dans l'atelier peut-être ou dans d'autres de tes pratiques que tu as vues? Qu'est-ce que l'entourage peut faire? C'est pas un volet qu'on parle strictement dans l'atelier, mais en fait, l'entourage, Bavami m'a vraiment bien résumé. Je dirais aussi de toujours garder en tête que c'est une perspective dans laquelle la personne est coincée. Donc, même si objectivement, avec nos yeux à nous, on se dit, ben voyons donc, moi je trouve que même elle correspond aux standards de beauté, par exemple, la personne trouve que non. Et d'aller invalider ça, ça ferme la conversation, ça ferme la connexion. Puis c'est des gens qui se sentent isolés. Fait que de garder en tête que leur perspective n'est pas nécessairement objectivement vérifiable, mais elle est vraie, elle est très souffrante pour les personnes qui le vivent. Fait que oui, de s'informer, de comprendre ce que c'est et de surtout pas arriver avec des diagnostics et des présomptions. Ça aussi, ça favorise beaucoup la fermeture. Du genre, ben voyons, as-tu un trouble alimentaire? Bon, c'est des cas extrêmes. Ou, même dit en joke. Même dit en joke, effectivement. Puis même dit sérieusement, tu sais, je pense que c'est mieux de parler en termes d'observation. T'as pas l'air d'aller. Je sens que tu t'isoles ces temps-ci. Je te trouve dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux être là pour toi? D'essayer, puis d'y aller avec ce que la personne va choisir d'ouvrir à ce moment-là parce qu'il y a un rythme. Tu sais, tu le dis. Il y a un moment où, il y en a pour qui le moment dure longtemps parce que ça fait partie de la maladie, je l'ai dit tantôt, il y a un déni. Un déni que ce que je vis est dangereux pour ma propre santé. Il y a un déni. Et puis, il y a une... la perception de soi est tellement altérée que c'est pas la même réalité. Cette personne-là ne vit pas sur la même planète nécessairement que nous. Là. Non, ça, c'est à considérer. Il y a un rythme aussi. Il faut être patient. Mais c'est non négligeable à quel point ça peut être souffrant pour l'entourage aussi d'avoir un proche pris avec un trouble alimentaire. C'est beaucoup, beaucoup d'impuissance, c'est beaucoup de non-sens. C'est de voir quelqu'un qu'on aime dans une perspective de l'entourage se faire violence pour une raison qu'on trouve complètement injustifiée. Puis on peut avoir l'impression que ça nous éloigne des gens, de la personne concernée. En fait, c'est comme s'il y a la personne, il y a moi, puis il y a le trouble alimentaire entre les deux qui prend tellement de place
que j'arrive même plus à voir la relation qui existait avant. T'sais. Fait qu'il peut y avoir des deuils aussi pour l'entourage, de certains morceaux ou certains de comment on est lié à cette personne-là, finalement. Puis justement, tu sais, dans ce processus-là, la personne qui vit les troubles alimentaires se re-questionne pas sur... Fait que c'est ça qui est difficile aussi pour l'entourage, c'est qu'il n'y a pas de remise en question. Tu sais, pendant que je le vivais vraiment à fond, pour moi, c'était comme... Tu sais, je me suis jamais arrêtée pour me dire, ben voyons, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est juste, c'est rendu normal, ça fait partie de... C'est ma mission, là. C'est ça que je dois faire, puis il n'y a pas de re-questionnement. Puis quand, justement, les gens t'entendent en parler, ou en tout cas, là, qui voient ton rapport à ça, il n'y a pas vraiment de place pour autre chose que ça dans ta tête. Puis il n'y a pas de place pour le re-questionnement non plus. Non. Fait que c'est même insultant, je pense. Hein? Je sais pas si toi, tu le vivais comme ça, là, mais de se faire re-questionner sur toutes les règles qu'on s'est créées, là, mettons, dans la perspective de quelqu'un qui a un trouble alimentaire, de se faire questionner ou de se faire confronter. Peut avoir l'effet d'être brusquant puis frustrant. Oui, c'est vrai. Tu es en train de défaire toutes mes belles règles là, que je me suis construites puis qui font bien du sens, puis auxquelles je passe beaucoup d'heures dans une journée. Attends un peu. Non, c'est ça. On peut pas défaire ça comme ça, tu sais. Mais moi, je sais pas si je peux me permettre une question, mais moi, quand j'écoute ce récit-là, une des choses qui me frappe, c'est aussi l'absence de plaisir. Ouais. J'aurais envie de te demander, Vani, en fait, est-ce que tu te rendais compte que tu n'avais pas de fun? Oui, ça, c'est vraiment une bonne question. Puis ça a été un moment vraiment clé, là, parce que suite à... j'ai commencé des démarches pour aller mieux. Puis j'ai vu une nutritionniste et une psychologue en même temps. Fait que ça l'a vraiment aidé. Puis à un moment donné, ma psychologue, parce que là, c'est ça, justement, j'étais comme encore dans mon... Vraiment, je me mettais vraiment dans cette position-là où j'avais aucun plaisir, mais je m'en rendais pas compte. T'sais, on dirait que t'as tellement l'œil sur l'objectif qui finalement est assez flou, parce que perdre assez de poids, c'est quoi finalement? J'avais pas déterminé un poids. Là. J'étais juste comme quand ça va être assez. T'sais. Fait que déjà là, c'était flou l'objectif. Et il y a un moment où... Parce que là, ce qui arrivait, c'est que je regardais beaucoup de vidéos par rapport à ça. Je me pesais 4-5 fois par jour. Il y avait plein d'actions que je faisais pour arriver à cet objectif-là. Puis manger, c'était plus quelque chose qui était le fun. Vraiment plus du tout. Puis justement, ma psychologue m'a demandé « Mais est-ce que tu as du plaisir à manger? » Puis j'ai fait... Puis là, ça a été un gros re-questionnement de ma réalité. Ça a été un gros questionnement pour... Vraiment, je disais tantôt que je me suis pas demandé « Ah, voyons, qu'est-ce que je fais? » Ça a été un élément déclencheur où je me suis dit « Hey, non, j'ai aucun plaisir quand je mange. Jamais. » Alors que c'est quelque chose, j'ai des amis autour de moi qui sont tellement, quand ils mangent, ils sont tellement drôles, sont comme, c'est tellement bon, oh my God, trop le fun. Mais moi, ce rapport-là à la nourriture, je l'avais complètement perdu. La course, je le faisais pas pour... J'en fais encore aujourd'hui, puis je le fais pour des raisons. Maintenant, je suis comme, hey, ça me fait sentir tellement bien. Mais avant, je le faisais parce que je voulais compenser. Fait que tout ce que je faisais, il n'y avait pas de plaisir lié à ça. Puis ça m'a vraiment frappée quand ma psychologue m'a demandé ça, parce que je me suis dit, hey, manger, tu le fais comme au moins 3 fois par jour. Ça serait le fun que ça soit pas quelque chose de robotique ou de très calculé. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir. Puis c'est étonnant parce que tu te dis, mon Dieu, me semble, si tu passes autant de temps sur quelque chose, tu voudrais pas que ce soit pour le fun. Mais ouais, ça devient plus important, le plaisir. Je sais même pas c'était quoi mes critères, en fait. On dirait qu'on le re-questionne même plus. Mais ouais, c'est juste... le plaisir n'est pas un facteur nécessaire dans la personne qui vit... Pour la personne qui vit le trouble. Ouais. On dirait qu'il devient conditionnel aussi. J'aurai droit à avoir du plaisir. Exact. Comme c'est une règle aussi qui s'installe autour du plaisir. J'aurai droit d'avoir du plaisir quand j'aurai atteint un objectif qui, finalement, en plus, n'était pas clair. Mais non, c'est ça. Puis tout est... Ouais. Probablement inatteignable parce que tu l'aurais repoussé un peu toujours, cet objectif-là. C'est un but trop précis. Puis tout est fait en fonction de le plaisir va être plus tard. Même, je m'achetais du linge qui me faisait pas. Puis je me disais, mais c'est pas grave parce que dans mon narratif, dans mon histoire, dans mon narratif, ben je vais, dans pas long, là, ça va être correct, ça va être réglé. Fait que c'était un rappel constant aussi, mettre ce linge-là qui te faisait pas... il me faisait un... Mais tu sais, c'était serré. C'était un rappel constant aussi de... T'es pas encore rendu où tu dois être. Fait que pour l'instant, tu sais, juste être debout avec du linge, c'était pas le fun parce que je me sentais pas bien dedans. Fait que tout devient... C'est ça, tu repousses le plaisir, tu te dis que ça va arriver bientôt. Ouais. Conditionnel.
Vraiment intéressant. On se dirige tranquillement vers la fin. OK. On va aborder peut-être un petit peu plus des côtés pratiques, pistes de solutions, ressources disponibles. Donc, j'aimerais quand même te lancer, toi, d'abord, Bavely. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'ont aidé? Puis, tu sais, là, on remet toujours en contexte, chaque personne est différente. Puis, mais mettons, toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé? Ça peut être des choses que tu as mis en place par toi-même. Ça peut être aussi des ressources plus professionnelles ou externes à toi que tu es allé consulter. Donc, juste, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à peut-être sortir d'une espèce de cercle vicieux? J'avais l'impression qu'il y avait ça un petit peu dans ton discours. Là. Bien, c'est sûr que moi, dans le fond, j'ai eu la chance de... Quand j'ai terminé mon stage en Gaspésie, j'avais en perspective de faire une année sabbatique. Finalement, j'ai juste fait une session de pause. Prendre une pause, c'est quand même vraiment bien. Là. Moi, ça m'a... Tu sais, de juste libérer tout, de faire beaucoup de place pour ça. Tu sais, c'est dans la société dans laquelle on est, on est comme en mode de surproductivité constamment. Fait que juste ça, juste d'avoir de l'espace pour y penser, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Après ça, d'aller chercher de l'aide professionnelle, c'est sûr que, tu sais, c'est personnalisé aussi, là, c'est tout seul, fait que c'était vraiment très, très, très efficace pour moi. La nutritionniste, c'était plus le côté théorique de la chose, entre guillemets, là, où elle me demandait, bon, ça m'a fait réaliser, tu sais, que je diabolisais des aliments, fait qu'on réintègre ces aliments-là dans le quotidien, justement, parce qu'en fait, ce que je trouvais intéressant qu'elle m'a fait réaliser, c'est que il y a un moment où elle m'a dit, OK, elle dit, la prochaine fois que tu as une crise hyperphagique, note tout ce que tu as mangé, mais on s'en fout du nombre. C'est pas besoin de savoir si c'était 2, 3, peu importe, c'est juste c'est quoi que tu as mangé. Puis la rencontre d'après, quand je suis arrivée, je lui ai lu la liste, puis elle a dit, est-ce que ces aliments-là, c'est des aliments qui sont interdits pour toi habituellement? Puis évidemment, oui. Donc, de réintroduire ces aliments-là, de faire la paix avec la nourriture, justement pour plus avoir peur, parce que c'est ça, il y a beaucoup de peur, là, tu sais. Moi, j'arrivais quelque part, puis il y avait un gâteau, puis que j'avais pas prévu ça, là, j'étais terrifiée. Là, j'étais comme, si j'en mange une bouchée, je vais tout le manger. Fait que de dédiaboliser les aliments avec une aide professionnelle. Aussi, de voir tout le côté plus psychologique, parce qu'au final, les troubles alimentaires, c'est plus un symptôme d'autre chose. Fait que d'aller travailler, tu sais, je me suis rendu compte en psychologie que j'avais vraiment... tu sais, la vision noir ou blanc, c'est vraiment beaucoup le perfectionnisme à l'école. Tu sais, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Fait que de se rendre compte de c'est quoi qu'il y a derrière ça, en psychologie, ça aide vraiment. D'en parler avec mes amis, de voir de confronter leur vision à la mienne dans un cadre de bienveillance, là, de juste leur raconter mon expérience, puis de voir comment eux, ils ont vécu ça ou comment eux, ils perçoivent ça. C'était vraiment intéressant. Puis aussi de me désabonner de certains comptes Instagram et YouTube, tout ça, ça l'a aidé aussi. D'arrêter de quantifier mon bien-être, là, fait que calories, poids, je me pèse plus du tout. Puis même, ça, c'est vraiment, je trouve ça cool, mais mon gym, ils ont enlevé les balances. Ouais, puis j'avais vu quelqu'un qui avait écrit un commentaire, « Ah, il n'y a plus de balance au gym. » Puis le gym a répondu, « Ouais, mais on veut pas que les gens se concentrent sur ça. Tu sais, nous, on veut que les gens se concentrent sur comment ils se sentent dans leur corps. » Puis ça tombait comme vraiment bien avec le moment où, tu sais, j'étais en guérison. Fait que j'ai trouvé ça super pertinent comme idée. Fait que d'aller chercher de l'aide, aussi de modifier ses réseaux sociaux, tu sais, de plus s'abonner à des gens qui font... C'est correct. La perte de poids, je trouve que ça peut être sain. C'est correct. Si, c'est juste qu'il y a tellement de variables qui peuvent entrer en jeu. Fait que de suivre des comptes qui valorisent un rapport sain à son corps, puis de se désabonner de ceux qui font une promotion négative ou en tout cas obsessive. Bref, c'est difficile là, aujourd'hui, mais ouais, je dirais pas mal ça. L'entourage, l'aide professionnelle, puis les réseaux sociaux. Puis le partage aussi, tu sais, justement, quand j'ai fait l'atelier, c'était vraiment... Je sentais que j'avais besoin de connecter avec des gens qui ont vécu un peu la même chose que moi ou qui ont un rapport difficile avec leur corps. Fait que de le partager avec des gens qui l'ont vécu aussi, ça, c'est vraiment bénéfique. Là. Ça a quand même été un moment beaucoup plus important que ce que j'aurais pensé. Tu sais, j'étais arrivée à l'atelier comme en me disant, bon, moi, je vais essayer, tu sais. Puis finalement, d'entendre d'autres gens en parler, là, ça aide vraiment. Tu sais, ça fait du bien de se confier, mais aussi d'écouter les autres par rapport à leur expérience. Moi, j'ai adoré ça. Ouais. Intéressant. Je serais comme curieuse de te demander, en fait, si tu penses au moment où c'était le plus souffrant dans ton trouble alimentaire, puis là, aujourd'hui, la Bavely d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire à celle qui était dans le trouble? Ben, on dirait que je sais pas si j'aurais envie de dire quelque chose. Je pense que j'ai envie de faire un câlin. C'est très parlant. Ouais, parce que il y a tellement de pression que je me mettais sur les épaules. C'était tellement lourd, puis très solitaire, là, on dirait que
je m'imagine juste, genre, me flatter les cheveux, là. Juste donner du réconfort. On dirait que c'est vraiment ça que j'avais besoin. Puis de... ouais, peut-être de dire comme, hey, t'es vraiment une bonne personne, puis t'as plein de choses à faire valoir qui sont indépendantes de ton poids. C'est comme je disais tantôt, cet été-là, l'été passé, c'était sur papier un été où j'aurais tellement pu... Ben, j'ai quand même appris des choses sur moi, mais j'aurais tellement pu être plus dans le moment présent. Fait que je pense de me rappeler que je peux me valoriser à travers beaucoup de choses et juste pas du tout le poids, là, en fait. Fait que, ouais, je pense que je dirais que c'est une bonne personne. Puis en fait, ça fait du pouce sur une des choses qu'on peut faire. Tu sais, il y a de l'aide professionnelle, on peut y arriver. Il y a des réflexions qu'on peut avoir. Tu sais, j'ai envie de dire, selon l'intensité, c'est sûr qu'à un certain moment, ça vaut la peine d'être accompagné parce que c'est des réflexions qui sont très difficiles à faire par soi-même. On a besoin de quelqu'un qui nous guide là-dedans. Mais une des réflexions à avoir, c'est d'essayer de développer une estime de soi qui est plus globale, qui n'est pas exclusivement liée à ce quoi j'ai l'air, à mon apparence. Donc, on peut se demander... c'est quoi mes forces, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes projets incarnés, de quoi je vais être fière, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que ce sera d'avoir atteint un chiffre X sur la balance? Probablement pas quand on met ça dans une perspective d'une vie. Ça va être autre chose, ça va être des rencontres probablement humaines, ça va être des expériences, des réussites. Donc, de voir un peu l'estime d'une façon plus globale, c'est assurément une clé ou un facteur de protection important. Sinon, en fait, on peut se demander aussi quelle part, comme je l'ai un peu dit tantôt, mais quelle part ça prend. Une des activités qu'on fait dans l'atelier, c'est un diagramme circulaire, puis on demande à la personne de regarder la part que prend les préoccupations autour de l'alimentation puis de l'apparence dans sa journée, dans ses sphères de vie. Et de réfléchir sur est-ce que cette part-là de la pointe de tarte me convient? Est-ce que c'est en congruence avec mes objectifs, avec la personne que je veux être, avec ce que je veux accomplir, ce que je veux qui prenne la place dans ma vie? Tes valeurs aussi. Les valeurs, évidemment. Donc, si la réponse est non, on peut se demander, mais ça serait quoi ma répartition idéale de mon temps, de mon énergie dans une semaine, dans une journée? T'sais? Une des questions qu'on pose presque en premier dans l'atelier, c'est si tu n'étais pas à ce point préoccupé par ton apparence physique, tu serais occupé à faire quoi? Comment tu occuperais ton temps, ton énergie? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi? Qu'est-ce qui prendrait la place ou qu'est-ce que tu voudrais voir apparaître? Des fois, ça peut donner des pistes d'action de dire « Ah, ben moi, j'ai le goût de mettre de l'énergie là-dessus. » Ben faisons-le. Pourquoi pas? Puis c'est en réattribuant une part à autre chose, à d'autres thèmes qui nous intéressent que tranquillement, la part de l'insatisfaction peut reprendre une part plus acceptable ou plus normative, en fait. Donc ça, c'est une des premières réflexions à avoir. Sinon, l'idée de s'observer. Tu sais, Bavani en parle tout au long du balado, du pilote automatique. C'est hyper intéressant de s'observer. Donc, moi, quelle est mon image corporelle? Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je suis connectée à quelle émotion, à quelle pensée, quel est mon discours interne et quels sont les comportements que ces pensées, ces émotions-là me donnent envie de faire? Fait que là, on a comme trois informations importantes par rapport aux émotions. Souvent, il y a un défi à faire face à des émotions négatives, en fait. Fait que comment je fais face à ces émotions-là au lieu de rapidement faire de l'évitement ou avoir des stratégies compensatoires? Souvent, c'est un des défis de pouvoir affronter, s'exposer et tolérer l'inconfort de la détresse émotionnelle. On est dans une société où on passe rapidement à autre chose. On est, pour certains, plus ou moins équipés à faire face à l'adversité. Fait que ça, c'est un premier morceau des pistes de travail. L'autre morceau est par rapport aux pensées. On n'est pas fin. Puis les personnes avec un trouble alimentaire, d'autant plus, sont pas fins avec eux, sont pas fins avec les autres aussi, on l'a dit tantôt. Donc, de développer un discours un peu plus bienveillant, d'autocompassion envers soi. Donc, qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie? Je dirais-tu vraiment ça? Ça se dit pas, c'est pas fin et ce n'est surtout pas utile. Alors, pourquoi me répéter ça? Donc, puis... Faut les réfléchir, ces phrases-là, en fait, parce qu'ils ne nous viennent pas spontanément. Les circuits sont automatiquement faits sur des phrases préfaites. Souvent, je dis, la cassette d'insatisfaction corporelle est pas mal souvent la même, presque dans le même ordre, là, tu sais. Fait qu'il faut la défaire, puis pour ça, il faut s'acheter une nouvelle cassette, puis il faut la créer.
Puis par rapport au comportement, en fait, ben, si je me rends compte que ça me donne envie de courir, mais de courir strictement pour perdre du poids, ça me donne envie de m'isoler, ça me donne envie d'éliminer toutes sortes d'aliments que je ne veux plus manger, ce qu'on peut faire, c'est que tranquillement se réexposer à ce qu'on évite. Fait que, ben, si j'ai éliminé un aliment X, ben, comment je peux le réintroduire tranquillement? Comment je peux quand même aller à la piscine au moins une fois ou peut-être un peu moins longtemps pour, dans le fond, éliminer tranquillement les comportements compensatoires ou les comportements d'évitement qui vont être liés aux troubles alimentaires ou aux insatisfactions corporelles en général, en fait. Puis, une autre chose qu'on essaie de travailler transversalement dans l'atelier puis que je recommanderais, c'est de voir quels sont et comment je peux reconnecter à moi-même. Donc, connexion à soi, connexion aux autres, connexion à la nature, connexion à... Puis quand je dis à son corps, aussi à ses 5 sens, là, tu sais, à mes signaux de satiété, ma faim, est-ce que j'ai vraiment faim? Le corps, il nous le dit. Le corps, il le sait, lui, spontanément. On s'est créé toutes sortes de règles. Là. Il faut manger les 5 groupes alimentaires. Bon, c'est pas tout acheté aux poubelles, mais fondamentalement, le corps, il sait de ce dont il a besoin. On peut essayer d'y faire confiance un peu. C'est hyper aidant. Donc, la pleine conscience est un des outils qui peut aussi accompagner l'insatisfaction corporelle. Donc, de se déconnecter de tous les distracteurs des réseaux sociaux et de tout ce qui nous descend pour s'offrir des moments de connexion à soi de toutes sortes de façons. Peut être hyper aidant parce qu'on l'a vu, on est très déconnecté de soi quand on est pris dans ce cycle-là. Je suis un très grand fan de la pleine conscience, comme la méditation, par exemple, parce que ça te permet vraiment de reprendre le contrôle sur toi, en quelque sorte, sur tes pensées. Parce que, on en a déjà parlé dans d'autres balados, mais cette idée-là de... Quand tu dis s'observer, c'est pas s'observer dans un miroir, c'est s'observer intérieurement, en quelque sorte. Puis le fait de pouvoir, entre autres, nos pensées sont souvent inconscientes puis automatiques. C'est comme si c'était des circuits, notre cerveau s'était restructuré avec ces pensées-là, en quelque sorte. Puis la pleine conscience, la méditation, c'est comme prendre une pause puis d'observer quel type de pensée que j'ai en ce moment, puis de les observer. On fait souvent la métaphore avec des nuages dans le ciel. Fait que c'est comme si notre esprit, c'est le ciel, puis nos pensées, c'est les nuages. Puis de juste les regarder passer, reconnaître qu'elles existent. Enfin, voici une pensée sur mon image corporelle qui n'est pas très positive. OK, on la juge pas, on dit pas c'est agréable, je suis content de la voir, ou je suis pas, c'est désagréable, je suis pas content. Elle est là. Puis le fait de juste l'observer, pas ensuite la juger, pas s'y attacher, mais elle va juste passer, puis elle va quitter tranquillement notre esprit. Puis ça nous permet, une fois qu'on l'a reconnue, qu'on ne s'y attache pas, ça nous permet tranquillement de la critiquer. Est-ce que c'est vrai? Puis ensuite, ça nous permet tranquillement de la modifier, puis éventuellement de la remplacer par un autre. C'est comme les habitudes de vie, mais là, c'est des habitudes de pensée. Donc, en tout cas, je trouve que c'est très empowering de développer cette capacité-là de méditation, là. Vraiment. Puis si je peux donner un exemple, justement, tu sais, moi, je suis vraiment plus dans cette position d'observation de mes pensées maintenant. Puis j'étais en voyage cet été avec ma famille. Puis c'était un voyage où on était comme tout le temps en maillot de bain. On était tout le temps comme à la plage. Puis il y a un moment où j'ai eu une pensée qui me disait « Ah, mais là, t'as l'air de quoi? » Puis j'ai fait comme « C'est pas de ça que tu vas te rappeler dans un an. Fait que c'est pas important. Fait que j'étais vraiment contente de... C'est ça, de juste... Parce que comparativement à quand tu es vraiment dans le trouble alimentaire, tu te poses pas de questions sur ce que tu penses. Fait que de se mettre dans cette position-là d'observateur avec la méditation, entre autres, moi j'en fais aussi, puis avec juste le travail de recul, c'est vraiment bénéfique. Ça sort du tunnel. Là, c'est une vision en tunnel, on est coincé. Puis on ne peut pas changer ce de quoi on n'a pas conscience. Fait que prendre conscience de, c'est comme la première étape pour le faire évoluer, pour le modifier, pour le changer, pour l'adapter. Fait que cette prise de conscience-là est vraiment importante, à mon avis, là. Est-ce qu'il y a des ressources externes? Anne-Marie, entre autres, je pense que tu serais une bonne personne pour nous offrir peut-être quelles ressources externes si les gens qui peut-être ressentent certaines difficultés d'image corporelle ou alimentaire, ou même pour les proches également, si tu as un proche qui, tu penses, peut-être pourrait présenter certains de ces symptômes-là. Est-ce que toi, tu as des idées de ressources? Bien, en fait, toutes sortes de professionnels. Vanny parlait de nutritionnistes, de psychologues, qu'on peut rechercher là, via la banque, entre autres, de psychologues, sur l'ordre des psychologues. On peut chercher selon notre région, puis cocher
des thématiques. Donc, certains vont avoir un peu plus de connaissances ou d'expertise en lien avec les troubles alimentaires. Ça peut valoir la peine. Mais c'est pas exclusif. Il y a plein d'autres psychologues qui sont capables, la plupart sont capables de traiter ou du moins d'accompagner quelqu'un qui vit ces difficultés-là. En fait, aussi, il y a ANEB, qui est une super ressource au Québec pour les troubles alimentaires. Il y a des groupes en ligne, ils ont toutes sortes de ressources. Je vous invite à aller voir leur site Internet. Personnellement, moi, je vous référais à la bibliographie de Marie-Michel Ricard, qui est psychoéducatrice et psychothérapeute au Québec, une super ressource. Elle a écrit différents livres, dont un de mes préférés est « Pour que mon corps soit », qui propose 52 activités à faire soi-même en lien avec l'image corporelle. Un bijou, selon moi. Donc, quelqu'un qui voudrait s'y intéresser puis voir par lui-même s'il peut évoluer ou faire évoluer sa réflexion, je recommanderais vraiment cette lecture-là. Sinon, les sites Internet de Équilibre, bien avec son corps, sont intéressants, mais là, on est comme dans des sources informatives. Si on veut de l'aide professionnelle, évidemment, en fait, j'ai envie de dire, toute forme professionnelle peut être utile. Et j'en profite pour faire la promotion de l'atelier pour les étudiants de l'Université de Sherbrooke. On est encore en période d'inscription. C'est un atelier qui se donne à toutes les sessions. Si vous avez envie de venir réfléchir, échanger sur le thème, vous êtes les bienvenus. Ça me fera un grand plaisir de partager ce moment-là avec vous. Excellent. Je le recommande fortement. Super. Dans les ressources, tu as nommé l'OPQ, qui est l'Ordre des psychologues du Québec. On peut aussi ajouter l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, qui sont vraiment une belle ressource, évidemment, autant en public qu'en privé. On parle le CLSC, on parle aire ouverte aussi, dépendamment des critères puis des âges, mais ça peut être les services à la vie étudiante à l'université même. Il peut y avoir plusieurs services, donc les psychoéducateurs aussi peuvent être, mais les travailleurs sociaux, il y a plusieurs intervenants qui peuvent être vraiment bien outillés pour accompagner avec ce type de difficultés-là. Ce que j'aimerais rajouter aussi, une nouvelle station, la station SME, qui est la station santé mentale étudiante de l'ISME. Là, j'ai l'acronyme, je vais le massacrer. Là, c'est l'initiative en santé mentale étudiante, je crois. Là. En enseignement supérieur. En enseignement supérieur, qui collabore aussi avec l'Observatoire sur la santé mentale étudiante. Donc, eux, ils ont vraiment répertorié beaucoup de ressources pour la santé mentale étudiante. Tu peux même avoir un lien là-dedans, ce que tu écris dans ton université, tu écris ton université, puis tu vas avoir les ressources propres à ton université. Donc, ça peut être une belle ressource à explorer pour différentes problématiques ou thématiques, mais aussi, entre autres, sur les difficultés d'image corporelle ou les troubles alimentaires. Donc, je voulais la rajouter. Je pense que avez-vous d'autres ressources qui vous viennent en tête ou pas mal ça? Okay. Bien, on arrive pas mal à la fin. Je terminerai avec quelques questions, mais je te dirais d'abord, toi, Bhavani, est-ce que tu retires maintenant, aujourd'hui, une leçon ou une leçon peut-être de toute ton expérience? Bien, je pense que le plus important, c'est vraiment de... Je pense en fait que ce que je retire beaucoup de l'expérience, c'est que c'est très important d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Puis c'est ça qui a manqué justement dans les moments plus difficiles. Fait que de s'entourer de gens bienveillants, parce que ça, c'est un des... En tout cas, je trouvais que c'était drôle que ça tombe en même temps, mais mon stage en Gaspésie, j'ai été entourée des gens les plus bienveillants que... Tu sais, c'est comme une petite communauté, là, fait que c'était à percer, fait que c'est vraiment, très convivial, très bienveillant. Fait que c'était drôle que ce soit dans un moment où j'ai autant peu d'autocompassion, que je rencontre des gens aussi bienveillants. Ça a quand même changé ma perspective du monde autour de moi puis de moi-même. Fait que je pense que d'accorder beaucoup d'importance à la bienveillance en général, c'est quelque chose qui a complètement changé. Là, avant, j'avais un discours beaucoup plus difficile envers les autres puis envers moi-même, même avant de développer des troubles alimentaires. Fait que la bienveillance, ça fait toute la différence selon moi. Parce que, ben, t'as cette approche-là envers les autres. Fait que par le fait même, les gens sont plus bienveillants avec toi. Puis c'est comme un bon cercle vicieux dans ce cas-ci. Là. Ben, pas vicieux dans ce cas-là, mais un cercle bénéfique. Vertueux. Ouais, un cercle vertueux dans ce cas-là. Puis ça se propage. Fait que je dirais, d'accorder plus d'importance à la bienveillance parce que c'est beaucoup plus important
que ce qu'on peut penser. Puis ça permet beaucoup plus de résilience, je trouve, en général, d'être bienveillant. J'inviterais ceux qui écoutent. On a fait un épisode sur l'autocompassion. Donc, autocompassion peut être vraiment très proche de la bienveillance. Ça peut être vraiment un bel outil. C'est avec Lisa Mariontois, qui est récemment graduée de son doctorat en psychologie, puis qui est aussi la fondatrice de l'organisme Humain avant tout, qui est beaucoup dans justement promouvoir l'autocompassion, promouvoir, normaliser, déstigmatiser la santé mentale avec plusieurs témoignages. Donc, vraiment un bel épisode pour, entre autres, aller développer cette compassion-là ou cette bienveillance-là envers soi. Là. On arrive à mes fameuses petites questions que j'aime toujours poser. Fait que je vous inviterai à répondre à une, deux ou trois. Vous choisirez là ou les questions que vous aimeriez répondre selon celles qui résonnent le plus avec vous. Ces 3 questions se lient comme suit. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être véritablement toi-même? Qu'est-ce qui représente un obstacle à ce que tu sois véritablement toi-même? Et ou qu'est-ce qui t'aide à être véritablement toi-même? Je t'inviterai, Bhavani, à commencer. Moi, ce qui m'aide à être véritablement moi-même, là, je vais prendre cette question-là, c'est de me sentir accomplie. Là. Je trouve ça vraiment important, de sentir que j'ai une contribution à quelque chose. Je pense que c'est peut-être pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais justement, de naviguer à travers mes champs d'intérêt puis de créer des choses, moi, ça m'aide vraiment, la créativité, de me sentir stimulée, de sentir finalement que je suis à ma place. Je fais ces choses-là pour me sentir bien puis bien entourée. C'est aussi du partage, là, le fait de s'impliquer, ça crée justement des communautés qui sont très enrichissantes puis qui vont vraiment te faire sentir valorisé. Fait que moi, c'est vraiment ça, là, de m'impliquer dans des projets qui me tiennent à cœur sans que ça devienne obsessif, encore une fois. Mais oui, c'est ça, de m'impliquer dans des choses, puis j'en reviens un peu parce que c'est un peu la leçon que j'ai tirée aussi, de m'entourer de gens bienveillants. Là. Ça, c'est rendu super important pour moi parce que ces gens-là te permettent d'être la meilleure version de toi-même aussi, veux pas. Des gens qui veulent ton bien puis qui t'acceptent dans toute ta complexité, c'est tellement important. Fait que moi, j'ai vraiment commencé à prioriser justement des amitiés comme ça où les gens sont dans l'accueil puis qui comprennent aussi qu'on est beaucoup de choses. Là. Ça, c'est dans ma vision noir ou blanc aussi, j'étais beaucoup dans le non, je suis cette personne-là, puis je déroge pas de ce petit cadre-là. Avec des gens qui accueillent toutes les facettes de ta personnalité. L'entourage, ça change tout, selon moi. Là. Fait que de bien s'entourer, mais aussi de se sentir accompli dans ce qu'on fait, moi, c'est ça qui m'aide à me sentir moi-même, puis à sentir que je suis bienvenue à être moi-même aussi. Vraiment bien dit. Là. Puis je pense qu'il y a un fameux proverbe qui dit comment on devient un petit peu comme les 5 ou 10 personnes qui nous entourent le plus. Là, je ne l'ai pas mot pour mot, là, mais l'influence des gens sur qui et comment qu'on devient. Là. Puis toi, Marie? En fait, moi, je trouve que véritablement soi-même, c'est un défi. On pourrait soulever la question, est-ce que c'est possible tout le temps? Je pense que la réponse est non. Mais pour moi, on va reconnaître du langage que j'utilise depuis le début du balado. C'est une connexion à sa nature profonde, on dirait que c'est comme ça que j'aurais envie de le définir, et qui sous-entend de savoir un peu de quoi est fait sa nature profonde aussi. Donc, il y a quelque chose d'identitaire dans ça. Donc, il y a quelque chose aussi qui demande, je crois, de l'humilité ou de la confiance et de l'acceptation de ma nature profonde est fait de telle belle couleur et de telle teinte de plus gris-noir que j'aime moins, mais qui existent aussi en moi. Donc, pour moi, c'est d'être connecté à ses qualités d'être, à ses valeurs, à ses projets, à ses objectifs, puis d'agir en cohérence avec ça. C'est un peu comme ça que je définirais être véritablement soi. On dirait que j'ai envie de répondre aux 3. Vas-y, on a le temps. Je trouve que ce qui nous empêche, c'est toutes les déconnexions, et c'est les peurs souvent qui nous empêchent. La peur du rejet, la peur de désapprobation, la peur de ne pas être à la hauteur, de voir son ego menacé, le manque de temps. Tous les stimulants ou les distracteurs du quotidien qui nous déconnectent, en fait, puis à quel point la surconnexion nous déconnecte de nous-mêmes comme êtres humains. Fait qu'assurément, je crois que ce sont des choses qui nous l'empêchent. Puis, qu'est-ce qui le permet? Je pense que j'y ai répondu un peu avec la première. Ce qui permet, c'est d'être au clair avec qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important ici maintenant, et est-ce que les actions que j'entreprends me permettent d'aller dans la direction de ce que je veux voir et faire apparaître dans ma vie, parce qu'on est acteur quand même
de notre vie. Ne l'oublions pas. Donc, de se poser ces questions-là aussi, à savoir, je suis sur mon X, ça va-tu? Si oui, sinon, encore là, la posture d'observation, pour moi, est fort utile dans l'atteinte de cet objectif-là. Ouais, c'est ça. Puis dans ce qui empêche d'être comme réellement soi-même, un peu avec ce que tu disais, je pense que c'est les résistances qu'on a à certaines choses. Oui. Justement, il y a beaucoup de moments où je m'empêche. J'étais comme, non, ça, je peux pas faire ça. Mais finalement, c'est quelque chose que, mettons, juste comme là, dans le contexte des troubles alimentaires, ça aurait été juste de manger, littéralement. Mais tu sais, c'est d'avoir. De se concentrer beaucoup sur les résistances. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec ma psychologue. C'est à quoi que tu résistes? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire? Ou c'est quoi les domaines dans ta vie où il y a comme une résistance où tu vas pas de l'avant avec quelque chose? Ça, c'est quand même des choses c'est quand même quelque chose qui t'empêche d'être toi-même. Si tu résistes à certaines choses, c'est que tu... je sais pas si c'est clair, là, mais que... Oui, résistance dans le sens aussi, je trouve, dans le sens de ne pas accepter, donc ça, lutter, dans l'esprit de la lutte. Fait que, puis dans la résistance, il y a souvent une peur ou il y a quelque chose qu'on veut pas qu'il soit comme ça, qu'on voudrait voir autrement, donc un défi d'acceptation. Fait que, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bavani. C'est vraiment intéressant. Je vais faire un mini pouce avant de se diriger vers la conclusion, mais j'ai fait une recension des écrits, c'est-à-dire d'aller voir dans les écrits scientifiques, de faire une recherche par mots-clés, puis ensuite, selon certains critères précis, d'aller identifier parmi, par exemple, 1000 articles scientifiques, lesquels répondent vraiment à ta question que tu as posée. Puis moi, je suis allé rechercher pour des articles qui répondent à la question quels sont les facteurs qui peuvent favoriser ou être des obstacles à être véritablement soi-même. Puis une fois que j'ai analysé, par exemple, une 50aine d'articles qui avaient été retenus selon mes critères, j'ai identifié une dizaine de facteurs et peut-être 3 ou 4 obstacles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que je regardais ces facteurs-là, j'ai pu les regrouper en 3 grands principes qui peuvent nous guider à être véritablement soi-même. Puis le premier, c'était un principe qui nous guide vers l'intérieur de soi. Fait qu'une composante intérieure qui était de découvrir, accepter et valoriser qui on est véritablement. Ça revenait un peu à ce que vous disiez. La deuxième, une perspective, une composante plus externe. Donc, avoir le courage d'exprimer librement qui on est, parce que c'est une chose de le savoir, mais c'est une autre chose de le mettre en action, de prendre des choix, de l'exprimer verbalement ou de partir en voyage ou de faire une décision pour le choix d'études. Puis la troisième, comme tu l'avais nommé, de vraiment s'entourer ou de cultiver un environnement qui vient favoriser, accepter, valoriser, soutenir notre soi véritable. Donc, ça peut être notre entourage, sélectionner les bonnes personnes. Ça peut être aussi l'université d'offrir des opportunités ou des services. Donc, il y a vraiment ces 3 composantes-là, une interne, une externe, puis l'autre qui est plus environnementale. Donc, on va terminer là-dessus. Je pense qu'on est vraiment rendu à la toute fin. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre temps, de vous avoir être rendu disponible pour ce bel épisode qui va être disponible bientôt également. Est-ce que vous avez des petits mots de la fin que vous aimeriez nommer? Merci d'avoir... Quand on cherchait justement sur quelle plateforme faire ça, le format que ça allait prendre, puis qu'on t'a découvert, pour nous, c'était évident, mais merci d'avoir accepté de nous accueillir ici aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Puis d'avoir fait toute la démarche avec nous aussi pour nous encadrer là-dedans. Là, on n'avait jamais fait de podcast, moi et Anne-Marie. Donc, merci beaucoup. On était très contente que ça soit en cohérence avec le message, que je trouve que l'ambiance ou les thèmes, la table que tu as déjà mis, le cadre du podcast, vraiment en cohérence avec le message, puis les discussions qu'on avait eues au préalable. Fait que c'est comme une super belle rencontre. Ça a été un beau moment. J'en profite pour faire juste un petit peu de publicité. Ceux qui voudraient s'inscrire à l'atelier sur Santé et aide à la personne sur le site de l'université, vous pouvez vous inscrire en ligne. Excellent. Bien, merci. Merci à vous. Pour moi, c'était naturel de faire ce projet-là avec vous autres parce que ça concordait vraiment avec les objectifs du balado et tout. Là. Donc, ceux qui écoutent à la maison, on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous informe tout d'abord, j'aimerais remercier quelques collaborateurs qui rendent ce balado-là possible. Tout d'abord, les Fonds de recherche Québec qui l'ont financé grâce à une bourse Regard ODD. Ensuite, on a plusieurs partenaires importants, par exemple l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur avec qui on collabore très étroitement. Il y a le Mouvement Santé mentale Québec qui est un regroupement d'organismes communautaires au Québec qui ont pour mission de favoriser la santé mentale au Québec.
Québec, l'Union étudiante du Québec également, le groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance, c'est-à-dire le GRIS, qui est associé au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Et enfin, CEFAC, on enregistre justement dans leur studio, qui est collaborateur sur le projet et dans lesquels, justement, des fois, on enregistre au campus Longueuil, des fois, on enregistre ici. Donc, on les remercie vraiment chaleureusement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube. On va mettre tous les liens, autant les ressources externes que les liens du balado. On va mettre ces ressources-là dans la description. Donc, on est sur YouTube, on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, puis les différentes plateformes audio de balado, Spotify, entre autres, Balado Québec aussi. Donc, vous allez pouvoir voir, on a un Linktree qui vous mène à tout ça. Donc, pas besoin de vous en souvenir par cœur. Si jamais vous aimeriez soit collaborer au balado, vous aimeriez proposer une thématique qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous écrire. On a justement les réseaux sociaux. On va avoir aussi mon adresse courriel qui est dans la description. Ça serait principalement ça. Donc, vraiment, un gros merci d'avoir été là, avoir été là, et ceux qui écoutent aussi de nous avoir écoutés. Puis venez nous encourager, commenter sur nos réseaux sociaux. Ça va vraiment beaucoup nous aider de plusieurs manières. Donc, merci beaucoup. J'ai envie d'être moi.